presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi mon comanche? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. En ce vendredi matin? Il est vendredi, il est 14h du matin, exact. Je t'ai fait lever tôt encore une fois. Je me suis levé plus tôt que toi, c'est fou. T'es levé à quelle Je heure? me suis levé à 6h. Ah ouais? Couché 2h, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. Tu t'entraînes comme si t'allais avoir des enfants, mais t'en as pas. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai fait mon ménage à 8h, j'ai fait chez mes voisins. Pour Michel est en train de se demander dans quelle émission il a mis les pieds, mais de quoi il parle? Mais c'est moi l'invité. Notre invité est Michel Legborin et on est très très content de l'avoir. Salut Michel. Salut Michel. On t'entend pas. Est-ce que son micro est ouvert? Est-ce que tu mets-moi un petit peu plus de son, Gab? Merci beaucoup d'être avec nous, Michel. On est trop content. La dernière fois que tu es venu, c'était il y a 8 ans. Oui, le temps passe. Ça nous rajeunit pas. Toujours sur le circuit, mais le temps passe. C'était ma toute première émission, tu vois. Il y a un lien entre. C'est vrai. Ah ouais. T'étais venu avec Fab Soul. Ouais. Avec Fastboul, comme l'avait appelé Olivier P. Ouais, c'était une émission moi qui m'avait marqué. Je me rappelle, c'était la première émission de la saison. C'était une rentrée. Mais là, on va aller un peu plus en profond vraiment sur toi. Et moi, ce que j'aime bien, on aime bien commencer un petit peu, avant tout ça, avant le poker. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, où tu as grandi, Michel. Alors, je suis né en Allemagne. Donc, ça me permet de comprendre les joueurs allemands quand ils parlent entre eux. Ah, tu parles allemand? Ouais. Ok, t'es né où en Allemagne? Je suis né à Francfort. Ok. Et atterri à Paris à 6 ans. Donc, ça fait quand même une 60aine d'années. Et depuis, classique, études au lycée Carnot, fac de droit. Donc c'est vraiment Paris, quoi. Paris. Donc parisien. Voilà, parisien. T'as fait du droit? Ouais, j'ai fait du droit. Ok, c'était quoi? Quand t'étais petit, moi je pose souvent cette question, c'était quoi ton rêve? Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Basketteur. C'est pas vrai? Ouais, parce c'est que, vrai? Oui, j'étais basketteur, comme l'indique ma grande taille d'1m73. Alors, putain, mais meneur, on fait la même taille. On fait la même taille. Hein? Meneur? Bah non, pivot. Non, bien sûr, meneur, mais surtout remplaçant. Très souvent. Putain, on a vraiment le même profil, quoi. C'est vraiment. Voilà, j'étais. Porteur d'eau, comme on m'appelait, moi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même été champion de France en cadet. Ah ouais? Ça y est, c'est plus le même parcours déjà. Mais moi j'étais en cadet, moi aussi. En France. Et puis j'ai arrêté dès que j'ai continué à parler qu'avec des nombrils. Là, ça m'a saoulé. Ouais. Je veux dire, je me souviens de m'être assis sur des bancs de remplaçants. J'avais 2 pivots. J'étais au Racing Club de France, qui s'appelaient Picou et De Gonze. Il y en avait un qui faisait du 54 de chaussures et l'autre du 56. Ah ouais. Et moi, je fais du 40. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression de ne pas être dans le même monde, quoi. Et j'étais pas dans le même monde. D'accord. Putain, mais tu vois, en 2 phrases, on a déjà appris 2 choses. C'est que t'es né en Allemagne et tu voulais être basketteur. Ouais. Alors attends, on est en quelle époque là? On est dans les années 70? Oui, c'est ça, 72, 74. C'est qui les stars du basket à l'époque? Toi, t'es star, vraiment. Tu suis le basket? Alors, oui, je suis le basket maintenant un petit peu. Mais à l'époque, tu suivais déjà le basket quand t'étais gamin? Un petit peu, oui. Ben moi, c'était les Lakers, c'était. C'est Karim Abdul-Jabbar ou pas encore? C'était Karim Abdul-Jabbar. Il s'appelait Lew Alcindor. Exact. Comment on fait pour suivre la NBA à l'époque? Ça devait pas être simple, non? Ah bah les journaux, ça existait, tu sais, des trucs en papier comme ça. Pour les regarder, il fallait choper des cassettes. C'est quoi ça, les journaux? C'est des trucs qu'on voyait dans le métro beaucoup à l'époque. Pour faire des barbecues, là. Voilà, pour allumer des barbecues, c'est ça. C'est vrai que dans le métro, t'en vois plus des journaux. Non. Va allumer des barbecues avec des iPhones. Ça coûte cher. Coûte plus cher, ouais. Ça coûte plus cher. Ouais, donc fan de NBA, donc les Bulls. En plus, c'est même pas encore Jordan, parce que Jordan, c'est les années 80. Les années 80, c'était plus tard. C'était déjà les Celtics, Ah bah oui. À l'époque. C'était déjà, oui. Puis comme quoi, ça revient. Et puis aujourd'hui, tu suis encore le basket? Ouais, un petit peu. J'aime bien. D'accord. Et tu joues encore un peu? Ça t'arrive tu sais, il paraît que quand on est malvoyant, c'est plus compliqué. C'est marrant. J'ai pas essayé. Mais c'est plus compliqué. Alors moi, on me demandait si j'étais malvoyant, parce que quand je joue au basket, tellement je tirais mal. Et t'as fait quoi après le droit? Après le droit, en fait, je me suis arrêté parce que on m'a fait disons pour faire court,
comme tout le monde fait des petits jobs d'étudiant, je distribuais des prospectus pour une boîte de publicité et le responsable de cette boîte de publicité, enfin de l'événementiel de cette boîte de publicité, s'est tué en deltaplane. D'accord. Et il y a eu un gros souci sur la promo que je faisais et j'ai réussi à le régler alors que j'avais 22 ans. J'ai ramené l'échec. Ils étaient tout contents que je ramène l'échec alors que le client voulait absolument pas payer. Et ils m'ont proposé le poste de directeur. Et à l'époque, j'avais 22 ans. Attends, tu passes de je donne des prospectus à directeur. Ouais, Ah oui, c'est l'ascenseur social, mais vraiment, il n'y a pas de, On appelle une opportunité. J'ai l'habitude de monter des jetons très vite, donc bon, j'ai fait la même chose à ce niveau-là. Et donc, je suis devenu tout de suite directeur. Bon, c'était une petite équipe, hein. Il y avait 4 personnes, on était dans toute la France. Bon, c'était assez cool. Et vous faisiez quoi en fait? C'était de la com? Non, on faisait des événements publicitaires dans des magasins de meubles pour ramener des gens avec un ordinateur. C'était des jeux concours un petit peu. Ok. Voilà, donc c'était un petit peu dans toute la France, ça marchait pas mal. Et puis après, l'État français m'a rappelé à lui sous la forme de ce qu'on appelait à l'époque le service militaire. Ah, parce que 22 ans. Bah oui, mais j'étais étudiant, donc j'étais pas encore, et donc ils m'ont rappelé. Comme j'ai arrêté d'être étudiant, je suis parti à 23 ans au service militaire. Donc c'était 13 mois à l'époque, non? C'était combien? Non, c'était 12 mois. 12 mois. 12 mois. Ça se passe comment, un service militaire? Très très bien, 202 jours de permission. Ah ouais? Ouais, record mondial. Attends, mais 202 jours de permission, sachant que sur 13 mois, ça fait pas beaucoup sur 12 mois, ça fait pas sur beaucoup. 12, pardon. Non, ouais. Ça fait pas beaucoup d'armée. Non, c'est-à-dire qu'à la base, j'étais à la première FATAC, à Metz. Donc, j'ai fait mes classes à Metz et tout ça. Et ensuite, il y a eu des petits problèmes. J'avais un adjudant chef de discipline qui était néo-nazi. Mais vraiment néo-nazi, hein, avec les boîtes de Cyclone B, tout ça. Mais non. Ah oui, vraiment bonne ambiance, quoi. Il avait tout l'attirail complet. Il avait un petit musée de l'Holocauste, mais bien à sa façon. Et donc, je me suis ensuite arrangé pour me faire transférer à la base aérienne du Bourget. Et au Bourget, en fait, je dormais chez moi à la maison, et puis j'y allais de temps en temps, quoi. Ah ouais. Ah bah tranquille, ça va. Et nous, cool. Ce qu'on entend du service militaire, c'est que c'est quand même formateur un peu, que ça t'apprend, c'est un peu une petite école de la vie. Est-ce que tu en as un souvenir quand même, un bon souvenir? Alors, mis à part le mec qui avait un petit musée de l'Holocauste, là, bon voilà. Et sinon, est-ce que tu as un bon souvenir? En général, on dit qu'on fait des rencontres. J'ai pas fait des rencontres, mais j'ai fait j'étais au. Comment ça s'appelait pas les renseignements généraux, les espions? Non. Le bureau des légendes. Non, tout ce qui est matériel. Le matériel. Attends. Le génie civil? Non, c'est pas le génie civil. Matérialiste? Non. Bon, enfin bref. Les fournitures. On s'occupait de tout ce qui était la logistique de la gendarmerie de l'air. Et ils avaient un truc qui était sympa, c'est qu'en fait les gendarmes de l'air, quand ils doivent changer leur blouson, ils doivent rendre les anciens. Et nous, normalement, on doit détruire les anciens. Et tu les as récupérés. Et en fait, moi, je les récupérais, je les faisais revendre par d'autres personnes sur des marchés. Ah, dans le business. Dans le business. Est-ce que tu en as profité aussi pour passer tous tes permis comme tout? Je les avais déjà. Ah, t'avais déjà passé. J'avais déjà mes permis. Ça, c'était la bonne technique quand même. Voilà. Mais j'ai tout fait. Je veux dire, je suis parti en vacances en Corse par les voies aériennes militaires, ça s'appelait. Parce que mon capitaine avait besoin d'un manteau de fourrure pour sa femme, enfin que des trucs complètement absurdes. Attends, il avait besoin d'un manteau de fourrure, donc un manteau de fourrure pour sa femme. Il va le chercher en Corse. Non. Il fallait chercher l'animal en Corse. J'étais stationné à Metz. Bon, les gens savaient un petit peu que je savais me débrouiller pour trouver un petit peu de tout, et il m'a dit est-ce que tu aurais un plan pour un manteau de fourrure? J'avais mon oncle qui était fourreur. J'ai dit oui, bien sûr. C'est un métier qui aujourd'hui est assez rare. Hein? Un métier assez rare aujourd'hui, fourreur. Ah ouais. Ben, mon père, en fait, a commencé comme fourreur en Allemagne. Donc, je connais ça un petit peu. Okay. Ouais. Et donc, je lui ai dit, écoutez, oui, je peux vous débrouiller un manteau de fourrure à prix raisonnable. Tu m'étonnes que tu as eu 200 jours de permission, toi. Et donc,
Je lui ai dit, mais par contre, j'aimerais bien aller voir. À l'époque, j'avais ma copine qui était en Corse au Club Med. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'arranger pour que je parte une semaine une semaine en Corse? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Voie aérienne militaire. J'ai décollé dans un avion à hélice pour aller jusqu'à Marseille. Et puis, j'ai raté ma correspondance. Et en fait, de Marseille jusqu'à la Corse, Solenzara, je l'ai fait en Mirage. Ah ouais? Ben oui, parce que j'avais, en fait, pour justifier le truc, j'avais une lettre qui me disait d'aller apporter au commandant de la base de Solenzara. Et donc, ils ont dit, bon, bah, c'est pas grave, vous montez comme copilote dans un Mirage. Alors, ça va pas le vol a été rapide, quoi. Attends, tu montes, tu descends. Mais ça va, t'as pas trop flippé en Mirage? Bon, à l'époque, j'étais jeune, et puis flipper, c'est pas vraiment ma marque de fabrique. C'est vrai? Non? D'accord. Bon, bah, un peu de Mirage. Après, il l'a éjecté carrément. Directement, il s'est pas posé. Bonne anecdote, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. On est bien. Tu finis le service militaire, tu te retrouves, donc tu dois avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Tu peux récupérer ton taf ou comment ça se passe? Ah non, là du coup j'arrête et je me lance en fait dans le textile. C'est-à-dire, mon père était marchand de tissus à l'époque, en gros. Je commence un petit peu avec lui, mais en fait, je commence comme représentant chez un fabricant de prêt-à-porter. Donc, représentant, c'est commercial, quoi. Commercial, et puis par la suite, au bout de 7-8 mois, je monte ma propre petite boîte, voilà. Et je commence dans le textile comme ça. Et là, j'ai fait derrière 20 ans de sentier. Ouais, mais du coup, dès l'armée, t'avais déjà cette fibre la fibre commerciale, de parler, de vendre et tout, c'est ton truc, quoi. Ouais, c'est mon truc. Le sentier, est-ce que c'est comme on le voit un peu dans La Vérité si je mens? Est-ce que c'est vraiment une petite ville dans la ville avec tout le monde qui se connaît? Ouais, c'était un village. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas de nom de famille, on s'appelait tous par le nom de notre société. Ah ouais? C'était quoi? C'est quoi ta société, toi? Moi, j'étais Michel Féminin Pluriel. Ah ouais, non, ça c'est... Ou Michel Caridel avant, enfin bon. D'accord. Et donc tout le monde se connaît, tout le monde... et ça reste la compétition ou c'est tout le monde est un peu s'entraide et tout? Non, alors tout le monde fait semblant de s'entraider, mais tout le monde se copie. Alors, se copier ça, mais tout le monde se fait pas des coups de pute, des petits coups de pute comme ça. Si, il y en a énormément. Il y a pas de vraie solidarité. Tout le monde tire la couverture à soi. Il y a eu des petits couteaux dans le dos. Ouais. T'as des anecdotes, des trucs là sur cette partie de ta vie? Nous, on adore. Il y a pas grand chose parce que bon, c'était surtout des problèmes commerciaux. C'était juste quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie à régler des problèmes toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, tu as un problème qui arrive, les fermetures éclairs qui ne sont pas livrées, le client qui n'a pas payé. Mais c'est non-stop. Donc, en fait, on passe son temps à régler comme ça Et ça te bouffe pas trop la vie? Tu t'arrives à dormir quand même alors que tu sais que tu as des problèmes la vie est bien faite, c'est que quand tu es jeune, tu arrives à dormir quoi qu'il arrive. Et t'aimes cette adrénaline justement j'adore. T'as besoin de ça, quoi. J'ai besoin de ça, des problèmes. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un de mes voyages pour le business, moi je travaillais déjà beaucoup à l'export, que j'ai découvert le poker de tournoi. Ça devait être en 91 ou 92. C'est bien. Alors, il nous fait les ponts lui-même. Exactement. C'est génial. Attends, parce que là, tu nous dis que tu as découvert le poker de tournoi, mais du coup, avant le cash game, tu l'as découvert avant? Ah oui, j'ai découvert avant. À quel moment dans ta vie ça arrive? Alors, le cash game, ça a commencé avec une partie entre copains quand je commençais à avoir 19-20 ans. C'était avant l'armée? Oui, c'était avant. Les copains du basket à la fac, fac de droit? Non. C'était après l'armée. Après l'armée, où j'ai commencé à travailler dans le sentier et où dans le sentier, quasiment tout le monde jouait au poker. Ah oui, ça jouait déjà au poker, au fermé. À tout, oui. Oh, pas seulement qu'au fermé. Ça jouait à l'ouvert à des jeux que vous connaissez même pas. Genre, vas-y. La mexicaine, le Tipochenko, la double marguerite. Non mais ça, la double marguerite. C'est quoi la double marguerite? La double marguerite, c'est un truc extraordinaire. Sauf qu'il faut une demi-heure pour savoir qui a gagné. Parce qu'en fait, on ouvre 2 cartes. La plus grande carte devient jock au nulot et la plus petite carte devient jock au poker.
Ok. Et on a on a 5 cartes dans les mains et les 2 cartes de par terre. Et il faut faire le meilleur jeu en haut et en bas. Ah, donc c'est un high-low, ok. C'est un high-low, mais avec 2 cartes ouvertes. par exemple Deux tous les tétines, tous quoi. les Tétine, quoi. avec double tétine et tous les 4 qui deviennent jock au poker et tous les rois qui deviennent jock au nulot. Et donc alors ça se finissait par qu'est-ce que t'as là alors le roi là ça fait un 4 de cœur, donc ça fait un 4 de cœur, donc toi t'as qu'un flush et on avait des jeux de fous. Non, mais déjà, l'edge, c'était de comprendre les règles. Ah ouais. Non, c'était de comprendre qu'est-ce que t'avais dans tes C'est mains. ça, ouais, bah c'est C'est ça, la comprendre les comprends les règles. règles, t'as gagné. C'était terrible. Et à cette époque, donc on joue en francs, on joue. Quoi, je me rends pas compte. Est-ce qu'on joue une partie de son salaire ou on joue vraiment des petites sommes pour s'amuser ou ça non, peut jouer gros C'était très gros. Ah ouais, ça jouait gros. Je jouais beaucoup plus cher à l'époque que ce que j'ai joué après. À l'époque, je jouais 2-3 mois de salaire, mais facile sur une partie. Et est-ce que t'as des souvenirs des gros gains, mais les grosses pertes, parce que c'est finalement les grosses pertes, c'est ça qui te forme. Alors, je commence à rentrer dans une partie où il y avait à l'époque les patrons de la SERAP, enfin vraiment des gens très très riches, vraiment riches. Et j'étais jeune et je commence à jouer à cette partie et je fais 23 parties d'affilée gagnantes, mais d'affilée. Et je me souviens, on était en juillet, j'avais gagné à l'époque, on parlait en millions, hein, j'avais gagné en un mois 33 millions. Donc c'est des anciens francs. 330 000 francs. 330 000 francs. Allez, 20 000 euros, quoi. Mais bon, non, mais c'est pas 20 à 000 euros. C'est même 300 000 euros aujourd'hui. C'est 300 000 euros aujourd'hui. Et je me retrouve, évidemment, t'es jeune, t'as 25 ans, je pars en vacances au Club Med et je passe ma vie à inviter tout le monde. Et d'ailleurs, à cette occasion, je rencontre sur ce séjour du Club Med la mère de mes enfants. D'accord. Voilà. Et moi, je passais ma vie à inviter tout le monde parce que j'avais gagné tellement en un mois que c'était la fête, quoi. Je me souviens que je suis allé à la caisse du Club Med. Ah, il fait Leb Gorin, c'est vous? Vous êtes le record de toutes les consommations de tous les Club Med du monde. C'est beau palmarès. Ah ouais. Beau palmarès. Est-ce qu'il te restait quelque chose en partant ou pas? Oui, parce que bon, c'était quand même... oui, bien sûr, c'est quelque chose. À ce moment-là, tu te dis que tu as trouvé un peu la poule aux œufs d'or et que ça s'arrêtera jamais? Comme tout le monde. Tous les gens comme ça qui ont commencé à gagner beaucoup, ils se disent pourquoi je me fais... Tu fais le calcul, tu t'es dit ok, donc là j'ai fait x26, donc maintenant x300 ça fait ça, c'est bon. Ouais, et je continue, mais je continuais toujours à travailler, hein. Donc j'avais mon travail, mais j'avais beaucoup de parties de poker. C'était quoi le jeu le plus joué? C'était le fermé quand même? Non, à l'époque, nous, on jouait beaucoup à l'ouvert. C'était. Donc, ouvert, c'est le stud? Non, pas tellement. Stud aussi. Le stud, Courchevel, Oma. Courchevel, pour le rappeler, tu commences avec 3 cartes et il y a une tétine au milieu? Non. Courchevel, c'est comme de l'Oma, sauf qu'il y a la première carte est ouverte. Une carte ouverte. Ah non, t'as 4 cartes en main alors. Voilà. T'as 4 cartes en main. Nous, on avait 5 cartes. Et t'as un premier tour avec la tétine au milieu. Voilà. C'est ça. Ah oui, ok, Courchevel. Et donc on jouait tous les jeux, hein. C'était vraiment des années où on faisait tout. Et puis ce qui arrive à tout le monde, la variante 6 mois de bad run, mais bad run de chez bad run. Et je repère tout ce que j'avais gagné et je me retrouve à devoir un mec très bien qui malheureusement est décédé. Je lui dois 10 000 francs. À l'époque, c'était le patron de la SERAP. Et parce que pendant tes parties, tu peux dire ok, prête-moi, ça se prête. Non, à la fin du truc, je lui disais écoute, j'ai pas de quoi payer, je te dois 10 000. Voilà, je te dois 10 000. Et le gars m'a dit écoute Michel, il n'y a pas de problème, tu prends le temps que tu veux pour me rembourser, mais je veux pas te voir sur une table de poker tant que t'as pas tout réglé. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai pas joué, je lui ai tout remboursé. Et puis après, après on commençait les cercles. T'as eu des doutes sur certaines parties, tu vois, est-ce qu'il y avait des histoires de triche, tout ça? Non, tout était réglo? Tout était réglo. J'ai eu une triche dans un truc au Club Med. Et j'ai pas compris tout de suite, mais à la 3e partie, j'ai compris. Il y avait un gars, donc c'était des gens qu'on connaissait pas, on faisait une petite partie, vous savez, après le ski, on fait la petite partie de cartes pendant 3-4 heures. Et puis j'avais un gars
à chaque fois, il commandait un café, il le buvait jamais. Et en fait, quand il distribuait les cartes, le café noir, ça lui faisait miroir. Non. Ouais, là, il avait travaillé regardait les cartes. Et j'ai compris à deuxième, troisième truc, à sa façon, je l'ai compris, je l'ai pris à part. Je lui ai dit, t'arrêtes, tu rembourses tout le monde, sinon ça va à la police. Donc il a remboursé tout le monde et c'était fini. Et il était quand même fort pour voir les cartes dans le café. Hein. Lui, il a travaillé son truc. Hein. C'était travaillé. Mais à l'époque, j'étais pas malvoyant, donc je voyais des trucs que je pourrais pas voir maintenant. Quoi. Mais il fallait quand même avoir un sacré flair pour imaginer que ça puisse être ça. Quoi. Ça se trouve, la première fois, il a il y avait des coups anormaux. Et moi, dès qu'il y a des coups anormaux, ça me tilte dans la tête. Et je me dis, pourquoi bizarre. C'est pas normal ce coup-là. Et donc, quand il y a un coup anormal, tu te dis, bon, peut-être il y a un truc, peut-être qu'il y a une triche. Et donc, j'ai fait attention. Mais par contre, sur mes parties avant, il n'y a jamais eu de problème. D'accord. Et globalement, la triche, c'est même en cercle et tout, est-ce que c'est quelque chose qui a pas tant... C'était rare. Ouais. Hein. Il y a eu des collusions, bien sûr. Des collusions en cage, ça, j'en ai vu beaucoup. En tournoi, c'est plus compliqué encore. Ouais. C'est plus compliqué. Quand les cercles ouvrent, j'imagine que tu vas à l'aviation beaucoup. J'ai été au premier tournoi de l'aviation, c'était en janvier 95. Donc tu vas à l'ouverture de l'aviation Club de France. J'étais au premier tournoi. Ça jouait... Gagné par Gérard Elaoum. Ah, ok. D'ailleurs, c'est marrant, sur Random Mob, si tu regardes, le gagnant du premier tournoi, il ne s'appelle pas Gérard Elaoum, il s'appelle G. Elaoum, et c'est un Américain. Alors que c'est pas du tout un Américain, c'était Gérard Elaoum qui a gagné. D'accord. Et ça jouait aussi au tarot, je crois, beaucoup à l'aviation. Ouais, il y avait une partie de tarot. Non, c'était pas mais pas mon truc. Et donc là-bas, il y avait les premières parties. Ça jouait quoi à l'aviation? Pareil, les mêmes jeux, on jouait tout. Donc il y avait de la tulipe, de la marguerite. Non, de la marguerite, non, ça n'existait pas. Fitoussi n'avait pas mis ce genre de jeu. Mais il n'y avait pas le Hilo non plus. Le Hilo est arrivé plus tard. Mais Omaha, Vegas, Courchevel, il y avait un truc qui s'appelait l'aviation. Enfin, alors l'aviation, c'est comme le Courchevel, mais avec 3 cartes, non? C'est comme un Pineapple, ouais. Ok. C'est marrant parce que tu as plein de lignes de résultats en Omaha. Et on s'intéresse un peu au Omaha aujourd'hui. Je me demande, c'était comment les parties de Omaha à l'époque? Ça devait être nimp, non? Très cher. Ah ouais, très cher? Très, très cher. Parce que les plus grands flambeurs jouaient qu'à l'Omaha. Ce qui est toujours le cas au final, c'est les grosses parties qui tournent en Omaha. C'était que du 4? Pareil, 4, 5, 6 Non, 6, non, il y avait 4 et 5. Ah, le 5 existait déjà? C'est marrant que le 4 ait pris le pas pendant très longtemps sur le 5. Le 5, il y a tellement de variances qu'il y a certains joueurs qui se sont cramés alors que c'était des bons joueurs au 5 et qui ont dit non, on vient au 4. Ouais. Puis c'était du dealer choice, donc moi je joue au MA 4, moi je joue au MA 5. Toi, ton jeu préféré, c'est quoi? Le Deuce to 7, j'adore évidemment. Évidemment. Et sinon, au MA 4 Hilo. Ton jeu préféré, c'est forcément celui où tu es le meilleur, ou il y a des jeux que tu t'adores mais tu te sens pas forcément bon dedans? On préfère toujours là où on gagne. Hein. C'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est le facile. Quand tu regardes mes lignes Random Mob, j'ai la moitié de mes lignes qui sont pas en Texas. C'est sûr. Dans mes victoires, j'ai 28 victoires, j'en ai 15 en Hold'em et 13 dans les variantes, alors que les variantes, j'en joue quasiment jamais parce qu'il y en a presque jamais. Mais justement, parce que les variantes, alors à l'époque, de toute façon, il y avait du contenu sur rien. Mais qu'est-ce qui faisait que tu étais meilleur que les autres? Tu travaillais, tu avais une meilleure compréhension des choses, tu étais plus observateur? Ça s'appelle le sens des cartes. Il y a des gars qui ont le sens des cartes et d'autres qui l'ont pas. Il y a rien à faire. Il y a des gens qui savent dessiner. Il y a des gens qui ont une belle voix. Il y a des gens qui ont le sens des cartes. Ouais, mais alors comme tout, en fait, il y a entre celui qui a le talent brut et celui qui travaille. Finalement, celui qui a le talent brut, s'il ne travaille pas, il peut être dépassé par celui qui travaille. Par exemple, moi, j'ai jamais travaillé, clairement, le jeu, jamais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est pour ça que, par exemple, au Hold'em, il y a eu des centaines de mecs qui sont bien meilleurs que moi. Mais tu travailles pas, mais est-ce que tu te tiens au courant des tendances? Ouais. Je suis obligé de me tenir au courant des tendances, ne serait-ce que pour comprendre ce que les autres font. Ouais, c'est ça. Quand ça s'est mis à 7 le GTO, au départ, j'ai regardé le GTO.
Bon, le GTO, je l'ai lu, j'ai appris. Je me suis dit, mais comment le mec, il va me payer avec Roi 4 en heads-up, machin. Il me dit, oui, parce que c'est GTO. D'accord. Mais c'est tout, quoi. Ouais. En gros, ce que tu observes beaucoup sur les tables, ce que font la nouvelle génération, et pour comprendre, en fait, qui tu joues, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, pour bien jouer au poker, il faut comprendre chaque personne contre qui tu joues et comment il joue. Donc, à un moment donné, bon, tu classifies un petit peu les gens. Je veux dire, t'as le tight, t'as le loose aggro, t'as l'énervé qu'on n'a rien à foutre. Je veux dire, j'arrive sur une table, je regarde les montres, je regarde les chaussures, je regarde les riches qui est... Bah oui. Ça sert à quoi? Alors, comment tu peux profiler quelqu'un, tu vois, s'il est... J'essaye de profiler parce que j'ai une mauvaise vision, donc je profile dans le flou, moi. D'accord. Mais, oui, j'essaye de discuter avec lui. Tu dors à quel hôtel? Je veux savoir si le mec s'en fout de l'argent. Ouais. Ou, je veux dire, j'arrive sur un tournoi, je sais que le mec à côté, il est contrôleur SNCF et qu'on est à la bulle. Tu vas lui mettre la pression max. Ah bah évidemment. Et toi aussi, c'est pareil, t'as l'image que tu rejettes. Alors en France, on te connaît. Malheureusement. Mais voilà, donc aux forcément c'est différent. Hein, on commence. Mais aux États-Unis, on commence, mais il y a toujours cette image. Comment tu sur la masse, tu vois. Quand je joue un tournoi moyen sur les 400 joueurs qui sont là, il y en a toujours une trentaine ou une quarantaine qui me connaissent. Mais il y en a 360, ils voient toujours un vieux papy avec une loupe. Et en général, ils ont une mauvaise surprise. Et là, disons qu'à un moment donné, ils me disent putain, qu'est-ce qu'il a comme cul, le mec. Et puis au bout d'un moment, il y en a certains qui se disent non, mais il doit y avoir autre chose. Mais le temps qu'ils s'en aperçoivent, c'est trop tard. C'est sûr que les premiers bluffs, ils doivent bien passer généralement. À mon avis, il y en a plein qui doivent folder des trucs. On va en reparler forcément de ce tournoi à Vegas, mais juste la petite anecdote, c'est, je sais plus, on avait reçu, c'est quand on a reçu Baptiste. Ouais. De Bonjour Baptiste, mais il y avait une vidéo aussi, il y a eu toute la vidéo, tu sais, de la fin de ton tournoi. Ah ouais. Et il y a la petite interview à un moment de celui qui va terminer deuxième, je crois, qui dit putain, il sait tout le temps ce que j'ai dans les mains. Et nous, qui fait 3 du coup. Ouais, qui fait 3. Et dit c'est celui qui a gagné. Ah, c'est celui qui gagne là. Ouais, il dit on comprend, il sait toujours ce qu'on a dans les mains et nous on sait jamais ce qu'il a. Et ça c'est marrant parce que finalement tu leur as mis, j'ai l'impression vraiment que tu leur as mis un mal de crâne pendant tout le tournoi, quoi. Oui, parce que c'est un petit peu aussi mon jeu, et puis parce que c'est des jeux de live. Je veux dire, le Deuce to Seven, ça se joue quasiment pas sur Internet. Puis là, c'est No Limit en plus. C'était du No Limit. Et c'est du No Limit, et c'est vraiment du live et de la psychologie. Je veux dire, là, le pourcentage de psychologie par rapport à un autre jeu est beaucoup plus important que quand tu joues en Texas Hold'em. Tu joues vraiment plutôt l'adversaire, ses cartes, que les tiennes, quoi. Oui, c'est une combinaison des deux, quoi. Oui. Est-ce que tu les travailles au corps, tu parles, tu trash talk un peu, ou c'est pas trop ton style? Ah ouais? Tout le temps. T'as jamais eu quelqu'un avec qui ça s'est mal passé? Raconte tout ça. Michel. Non, nous, on déjà, est très souvent, on est les petits enfants qui racontent les histoires, nous. Très souvent, il y a des gens qui ne croient pas à mon handicap. Ah, ils pensent que c'est du fake. Que c'est du fake, que la loupe c'est du fake, que machin. Plein de gens qui croient que c'est du fake. Ok. Et qui à un moment donné, je veux dire, je me suis par exemple bien engueulé avec Marco Mouli sur un tournoi. Ah là, il doit y avoir de l'ambiance là. Ah ouais, putain. C'est parti en live, mais direct. Donc c'était à l'aviation, j'imagine? Non, pas du tout. C'était au Palm Beach à Cannes. Ok. Et à un moment donné, bon, il faut expliquer le contexte. C'était il sait pas ce qu'il peut dire. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi je connaissais assez bien Cyril Mouli, qui jouait beaucoup à l'aviation, Frenchman, qui m'avait proposé de me sponsoriser à Vegas, machin. J'avais pas voulu, machin truc. Et je savais que Marco Mouli était plus le porte-flingue de Cyril qu'autre chose. Donc en fait, la tête c'est plus Cyril que Marco. Ça c'est aparté. Et je me retrouve à un tournoi. Et Marco commence mais quand je vous dis mal me parler, très très mal me parler. Pour avoir été quelques fois derrière sa table, je l'ai pas vu souvent bien parler, moi. Oui, non, mais parce que bien parler, il sait pas. Il savait pas bien parler, il gueulait tout le temps et il parlait mal. Et il commence, ouais, machin, un truc. Et je lui ai dit, tu sais, faut que tu t'arrêtes un peu parce que Cyril, lui, il me sponsorise. Et là, il s'est aplati comme une crêpe et c'était fini.
Ah ouais, d'accord. C'était fini. C'était le mot magique. C'était le mot magique, Cyril Mouly, c'était fini. Mais oui, j'ai eu pas mal de gens qui ont pas cru à mon handicap, où ça s'est un petit peu mal parlé. Sinon, le trash talk passe souvent pas mal, parce que moi, c'est un trash talk toujours humoristique. Je veux dire, la part d'humour et la façon de faire. Si tu arrives dans une salle de tournoi et que ça rigole à une table, t'as 9 chances sur 10 que je sois à la table. Ouais, c'est pas blessant, quoi. Le but, c'est pas de blesser, c'est pas de le mettre en tilt. C'est de rigoler ou de temps en temps, lui faire croire ce que je veux bien lui faire croire. Mais tu peux le déstabiliser sans essayer de le piquer au vif et de le... Ah oui. Et puis tu récupères des infos au passage aussi. Oui, on arrive très bien à cerner, je veux dire... C'est toujours la même personne. Les gens me disent, mais il faut jamais montrer ses bluffs. Je lui dis, ça dépend. Si le type en face de toi, c'est un Méditerranéen un peu sanguin, ça vaut le coup. Et qui tank à la river et qui se couche. Non, mais ça vaut le coup parce que le mec, tu vas le mettre en tilt. Tu peux vraiment faire tilter des mecs, mais de manière délirante. Ouais, ivrie totale, quoi. Ivrie totale. Je vais dire, c'est un secret pour personne. Lucien Cohen, il est facile à faire vriller. Hein. Lucien, on le connaît. Hein. On l'a vu en live. Hein. Donc on sait. Bon, lui, par contre, j'aime bien lui montrer. Mais en fait, c'est toujours pareil. En fait, quand tu fais tilter quelqu'un, il faut aussi savoir après comment tu vas t'adapter. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui vont les faire tilter, mais après, ils vont juste jouer super serré parce qu'ils savent pas comment s'adapter. Si tu sais, il faut toujours savoir pourquoi tu fais les choses. Disons que c'est aussi quelque part. Un jour, il y a un grand joueur qui m'a dit, tu sais, Michel, à une table, ton principal adversaire, c'est toi. Parce que le problème, c'est que j'ai du mal à m'arrêter à faire mon jeu agressif. Alors, de temps en temps, je montre un bluff pour me cramer moi-même, pour me dire, maintenant, je peux plus bluffer. Obligé de changer de vitesse. Pour m'obliger de changer de vitesse. Mais c'est pour me contraindre moi-même, hein. C'est pas vis-à-vis de l'autre. Parmi toutes les anecdotes, on adore ça. Comme tu as beaucoup joué en cercle, déjà, c'est quoi ton record? T'as déjà fait une session marathon qui a duré super longtemps en cercle? Non, c'est pas ma cam. C'est pas ton délire. T'as déjà vu des gens se cramer? Ah ouais. Quand j'étais j'ai vu des gens qui ont fait. Il y avait un gars que vous avez, Patrick Bramy, je sais pas si vous avez connu à l'époque. Non. Qui est venu, et c'était un gars qui avait la capacité de quasiment pas dormir. C'est-à-dire même l'armée française avait été voir parce qu'en fait, il dormait 3-4 heures par nuit max. Et lui, je l'ai déjà vu faire 72 heures d'affilée à une table. Mais il dormait sur la table et il se réveillait. Il faisait des micro-sommes de 3 minutes et il se réveillait. Tu devais être content les autres de l'avoir à la table quand même, non? Oui, mais enfin, ils étaient tous... C'était tous pareils, quoi. C'était une table de fou, ça. Mais... Et tu sais, ce qu'on voit un peu dans les films... le mec qui pose les clés de sa voiture sur la table. Alors aujourd'hui, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais est-ce que tu as vu des trucs comme ça, des mecs qui perdent je sais pas, qui mettent en jeu des choses incroyables? Non. Par contre, j'ai vu des mecs arriver dans le cercle que je tenais en pyjama. Avec sa nana, ouais. En pyjama? En pyjama, il dormait, il habitait juste à côté, il est arrivé, il avait enfilé un truc et il est arrivé en pyjama au cercle. Il voulait vraiment jouer, quoi, mais il s'est pas pris la tête, il a pas le temps, quoi. Ouais. Et il est venu et sa nana dormait sur lui, enfin des trucs à 4 heures du matin. Qui n'existe plus aujourd'hui, quoi. C'était il y a pas c'était au temps du CIC aussi. CIC, ouais, ça c'est des cercles qui. C'est moi qui ai fait le poker là-bas au CIC. Ah ouais? Qui a. Je veux dire, par exemple, le high-low, j'étais le premier à amener le high-low en France. Les gens ne connaissaient pas avant toi? Non. D'ailleurs, les gens voulaient tous jouer. Ils appelaient ça le hilo parce que j'avais mon bouton, c'était HILO, ouais. Pour prouver qu'on jouait le hilo. Et les gens, ils arrivaient, on joue au hilo. Et toi, tu l'avais. Moi, je tenais d'où? Des États-Unis. Et Bruno Fitoussi, à l'époque, avait pas voulu le mettre à l'aviation parce qu'il trouvait ça trop sanglant. C'est marrant parce que le hilo, c'est un jeu sanglant? Lui, il trouvait ça trop sanglant. En fait, oui et non, mais c'est ça qui est particulier, c'est que tu as l'impression que ça ne l'est pas parce qu'il y a des pots qui split. Parce qu'il y a des partages, mais en fait, tu peux scoop et du coup. Oui, ça peut être très rapide. Je veux dire, en cash, ça peut être. Le 12-7, tu le découvres quand? Le 12-7, je le découvre en même temps que je découvre le poker. Nous, on appelait ça le nulot à l'époque. Oui, le seul truc, c'est que le 12-7, il faut tout décaler d'un cran. Le 6-4, qui était la meilleure main en nulot, devient un 7-5. Tout est décalé juste d'un cran. C'est 6-4, d'accord. Ouais, nulot, c'était 6-4. Là, c'était 1.
alors qu'au Deuce to Seven, là, c'est un as. Là, c'est un as. Ouais. Et il y avait déjà le Raz aussi, ça jouait Raz aussi? Non, le Raz n'existait pas. Mais le Raz, je joue moins le Raz. D'accord. Et l'avènement du No Limit, ça doit être, c'est dans les années quoi, 90, 94, 80... Non, mais on jouait tout en nos limites, nous, avant. Non, mais du Hold'em. Du No Ah, Limit le Hold'em. Hold'em, ça a commencé. Alors, c'était très marrant parce qu'on a commencé le Hold'em dans les années 90. Les tournois, moi j'ai commencé, mon premier tournoi, ça devait être en 93 ou 94 avant l'aviation parce que je jouais déjà en Autriche en tournoi. 94, je crois que j'ai commencé. Et ensuite, il y a eu Il faut bien comprendre aussi qu'au XXe siècle, à l'aviation, il n'y a jamais, je vous dis bien jamais, eu un tournoi à plus de 100 joueurs. Il y avait un plafond de verre à 98-99, on n'arrivait pas à dépasser les 100 joueurs. C'était les high rollers de maintenant, quoi, les super high rollers de maintenant. Il n'y avait pas de joueurs pour ça. Voilà, c'était le démarrage, machin. C'était l'école cash game encore, quoi. Ensuite, il y a eu Moneymaker. Patrick Bruel, WPT, Patrick Bruel, Moneymaker, tout ce qui s'en est suivi. Et là, ça a explosé. Et là, c'était un autre monde. Ah, donc ça arrivait assez tard, quoi. Ça arrivait plutôt 2006-2007, quoi, mais pas avant. Quoi. Ah non, 2002. 2002, ça a commencé. Moneymaker, c'est 2003, je crois, il me semble. Si je dis pas 2003, 2002. Ouais, 2003. À cette époque, dans les cercles, il n'y a pas trop de jeunes, j'imagine. Bah si, moi j'étais jeune à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, on voit des mecs qui, à leurs 18 ans, ils arrivent en club. Il y a eu ça aussi. Ah, il y avait ça quand même. Ouais. Il y a eu la même chose. C'était les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de changements entre les cercles de l'époque et les cercles de maintenant. C'est les mêmes comportements. Je reviens sur un petit truc là, parce que j'ai tilté quand tu as dit ça. Quand tu dis on jouait tout en no limit, mais le Omaha aussi, vous jouez tout en no limit? Ouais. Mais non. Ah ouais, ça devait être insensé. Le Omaha en no limit? Ça existe encore. Hein. J'en ai vu encore. C'est vrai? Ah ouais, mais bon. Là par contre, c'est la variance. Là, ça doit. Il y a des pots qui vont post-flop ou pas? Là, quand les mecs ils vrillent là en Omaha no limit, ça doit être quelque chose. Hein. Ça vrille vite, quoi. C'est trop bien, tu fais nuts au flop, tapis. Payé. Ah, c'est pas mal. Pour certains trucs, c'est pas mal. Le problème, c'est que toujours, c'est pas parce que t'es nuts au flop que c'est pas l'autre qui est favori. C'est le problème de jeu. En fait, si t'es favori, t'es peut-être favori à. Tu peux être favori alors que l'autre il est nuts. Ouais. Je veux dire, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, c'est le truc. Je veux dire, t'as un rap complet à 6-4, t'es favori par rapport à un mec à brelan, quoi. Bien sûr. Les États-Unis, tu y vas souvent pendant toute cette période? J'ai commencé mon premier voyage aux États-Unis, ça devait être en 95 ou 96. Donc toi, tu jouais downtown? Ouais. Donc c'est Golden Nuggets, Binions, tout ça. Avec Bruel, on était une trentaine de Français, on se retrouvait. Il y avait un contingent français, vous. Ah ouais, on se retrouvait. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, il y avait le Starbucks qui était juste en face du Binions, qui était au pied du Golden Nuggets avec une petite terrasse, et on se retrouvait tous là-bas parce que le Starbucks c'était un truc inconnu, quoi. Et Bruel, il avait dit, c'est un truc génial, il faut que j'importe ça en France. Parce que lui, il adorait le café caramel, les petites bouteilles en verre, là. Et il voulait vraiment importer ça en France. Et on me dit ce qu'on veut de Bruel, mais c'est un mec qui a un nez pour le business insensé. Ça avait l'air d'être une bonne idée, là, quand même. Ouais. De toute façon, à chaque fois qu'il prend une idée, elle n'est pas mauvaise. Il faut acheter de l'huile d'olive, du coup, là. Ouais. Mais oui, donc on se retrouvait downtown, je sais pas, on est 30, 40 Français. Ton premier main event, c'est quand? Premier main event, 96. Alors, je crois qu'il y a une anecdote là je sais pas, ça doit pas forcément être ton premier main event, mais c'était le deuxième. J'ai réfléchi, c'était en 97 avec Stu. Ouais. On va dire juste à côté derrière. Il y a le livre de Stu à côté de toi. Tu as joué. Alors là, je pense que quand on parle de légende du poker, c'est la légende. Peut-être la plus grosse légende. Difficilement faire plus gros. C'est le dieu du poker. Attends, t'étais à sa gauche ou à sa droite? J'étais à sa gauche. Bon, c'est un peu mieux. Non, mais c'était pas un peu mieux parce que de toute façon, j'étais tellement tétanisé. À l'époque, faut bien comprendre, hein, on n'existait pas les Français. C'est-à-dire, les Américains se foutaient de notre gueule et ils avaient raison. On ne comprenait rien. C'est simple. Personne n'arrivait jamais à faire quasiment de résultats. Moi, je suis quand même resté, je sais pas, 4 ou 5 World Series d'affilée sans faire un ITM.
Le Graal, c'était de faire l'ITM. Ouais. Et je me souviens, un jour, l'OMA, il y avait 18 ITM, j'ai sauté 20e. Pour moi, ça a été, mais j'avais l'impression que je ratais l'occasion de mettre mon nom sur le marbre, tu vois, de le graver, enfin, une fois. C'était impossible. Mais quand tu dis il y avait un monde entre les Américains et les Français, il y avait aussi beaucoup d'Américains amateurs, je suppose. Même là, il y avait une différence. Non, il y avait alors d'abord, le field était beaucoup. Je veux dire, le main event, c'était 900 personnes. Sur les 900 personnes, tu avais 300 pros. Il y avait énormément de pros, les petits pros qui jouaient tous les jours. Il y en a toujours énormément quand tu vas aux États-Unis. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a 10 000 joueurs. C'est pas pareil. Et raconte-nous alors, Stu Ungar, il était connu, tu le connaissais? Oui. Alors, moi, j'ai pas compris. Je me suis assis en 97 et puis je vois plein de gens qui viennent avec des appareils photo autour, qui commencent à le photographier. T'es à ma droite. Et puis je demande en français, mais c'est qui le gars là à ma droite? Il me dit, c'est Stu Ungar, il était 2 fois champion du monde. Ah bon? Ah, génial. Et on commence à sympathiser. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était la lecture qu'avait ce garçon. C'est-à-dire, il me disait, là, il a 2,8. Alors, il se trompait des fois, hein. Ça pouvait être 2,7 ou 2,9, mais rien d'autre. Mais dans l'esprit, c'est ça. C'était toujours... Il lisait dans ton âme. Mais pas la mienne, celle de tout le monde, hein. C'était du délire. Du délire. Il savait toujours ce qu'avaient les autres. Il me dit, lui, il a As-Dab, lui, il a 2,8, lui, il a ça, lui, il a ça. Et c'était à un poil près, toujours ça. Mais du coup, personne voulait le jouer. En fait, il avait aussi une aura à la table. C'était particulier, quoi. Terrible. Mais il le savait aussi. Hein. C'est l'année où il a les petites lunettes bleues, là, je crois, 97. Ouais. Mais il meurt un an après. Il meurt en 98. Ouais, c'est ça. Il le gagne. Non, il le gagne quand son dernier. 98, je crois. Il gagne 97, je crois, ou il gagne le dernier, il meurt un an après. Non, il gagne 98. Je sais il gagne 98 et il meurt quelques mois après. Ouais, dans un motel, ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, le 97, il n'a pas gagné. Ah ouais. Parce qu'il buste avant toi ou pas? C'est pas toi qui le buste, ça aurait été. Non, ça c'est pas moi qui le buste, ça c'est sûr. Non, je buste avant. Tu bustes avant? Et à l'époque, on imagine qu'il n'y avait pas, alors des moves qui aujourd'hui sont assez basiques. Je me rappelle que il y a des plaques dans certains casinos de Vegas, le check raise est autorisé. Tu sais que genre, je crois qu'il y a des endroits où t'avais pas le droit de check raise. C'est très mal vu check raise. C'est très mal vu, tu imagines? C'est pas sympa, quoi. C'est pas bien, c'est pas propre. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas sympa non plus encore, hein, de check raise, surtout contre moi. Je trouve que c'est pas cool. On devrait avoir une plaque, un bonus. Tiens, ce spot, tu peux pas le check raise, interdit. Toi, c'était des moves que tu utilisais déjà, je sais pas, là sur le 3 bet. Alors c'est marrant parce que il y a un truc quand j'étais avec Stu à la table, il m'a expliqué un de ses moves que j'ai réutilisé 20 fois, 30 fois après, et il me dit ça marche à tous les coups. Et il avait raison. Et je vous le dirai pas. Ah non, t'as pas le droit là. Tu peux pas nous teaser comme ça, vas-y. Et personne n'écoute. Si, je vous le dirai en off. Ah, ça va. Je vais pas le dévoiler avec 20 000 personnes qui m'écoutent. Dès demain, le win rate il va exploser, je vous le dis. C'est clair. Et ça marche en OMA ou pas? Je l'ai pas essayé en OMA. Je crois que ça marche quand même. Bon bah du coup non mais c'est sympa tu vois, t'as pu côtoyer une légende. Il y avait d'autres. T'as pu voir d'autres légendes j'ai quasiment joué. Je crois que j'ai joué avec tous les gens, les Doyle. Sleep. Non, alors Doyle Bronson et Phil Ivey, c'est les 2 mecs avec lesquels j'ai pas joué. Il y en a. Par contre, il y en a un, je suis sa bête noire, mais catalogué, c'est Antonio Esfandari. Ok. Je l'ai sorti 100% des fois où on a été à la table ensemble, mais 100%. Hein. Et la 4e fois, je relance. Et je le vois réfléchir, je le mets à tapis sur ce coup-là, et je le regarde, je lui dis, mais Antonio, tu sais bien que c'est moi qui vais te sortir. Je t'ai sorti à chaque fois. Ne joue pas. Et je veux qu'il joue parce que je suis max. Et il me regarde, et il ne peut pas s'empêcher, il paye. Et je le sais. Et out. Et out. Negreanu
Negreanu, je l'ai joué, je ne sais pas combien de fois. Parce que comme il joue les variantes aussi, je le retrouve sur le Deuce 7, sur les hommages, je l'ai retrouvé 17 fois. Il y a un autre nom qui revient très souvent quand on parle de légende et notamment de meilleur joueur. C'était le meilleur joueur pour Doyle, c'était Chip Reese. Chip Reese, ouais. Tu l'as joué, Chip Reese? Non, je l'ai pas joué parce qu'il jouait pratiquement que du cash. Oui, c'est un gros joueur de cash game. Et moi, j'ai pas joué. J'étais pas un gros joueur de cash. Donc non, Chip Reese. Et parmi ces joueurs, tous ces joueurs, alors except Swangar, qui t'a le plus impressionné? Chris Ferguson. J'ai souvent joué avec lui. Parce qu'il jetait des cartes et il coupait des cactus, mais non, juste parce que c'était un mur. Alors, il faut savoir, un jour on est downtown. Il a pris un mur après. Ouais, on est downtown, donc on est au Binions et je discute avant le tournoi avec Chris. Il faut savoir que Chris Ferguson parle français quasiment comme toi et moi. Oh, nous on sait, on a mangé avec lui. On a avec anecdote. Bon. Donc il parle très bien français. Sa mère est suisse, donc il parle très bien français. Sauf quand tu lui parles de où sont les gains de Full Tilt. I don't know. Where is my hat? Where is my hat? Et un jour, je me retrouve sur une table, d'ailleurs une table de folie. J'ai eu deux fois comme ça des tables complètement délirantes. Et il y a un floor qui arrive qui... Moi, j'essayais, je veux dire, Chris Ferguson, quand il joue, c'est un mur. Mais quand je te dis c'est un mur... Il laisse rien transparaître. Mais tu peux pas savoir, c'est vraiment the poker face. Comme Antonius, quoi. Comme un peu Patrick Antonius. Ouais, mais plus que ça encore plus dur. Ouais, lui, ça sert à rien de regarder ses chaussures, par exemple. Ça n'a rien à faire. Non, il a des Santiago. Et à un moment donné, il y a un floor qui arrive, qui dit quelque chose en anglais un peu vite. Tire sur mon doigt. J'avais toujours tout à fait compris, mais je voulais essayer de dérider un petit peu Chris. Et donc, on venait de prendre un café avant. Et je lui demande en français, quand le floor s'en va, je lui fais « Chris, qu'est-ce qu'il a dit, le floor ?» Il m'a pas répondu. T'as pas répondu. Ah ouais, c'était ce genre, quoi. Ah ouais, il m'a pas répondu. C'est silence. Quand il est en tournoi, c'est une tombe. Et il rentre dans un personnage... C'est une tombe. On nous demande dans le chat, là, quel est ton avis, ou même, parce que forcément, tu as dû jouer pas mal de fois sur Phil Hellmuth. Phil Hellmuth, j'ai joué pas mal de fois. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Bon, il a ses accès. Pas en cash game, par contre, on a l'impression quand même. Ah, bah, je l'ai jamais joué en cash game. Je ne joue pas en cash game. Tu sais, un joueur de cash game et un joueur de tournoi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je veux dire, on dit souvent que en cash game, un jeton économisé vaut plus qu'un jeton gagné, alors qu'en tournoi, c'est le contraire. Il y a une étude du MIT qui a été faite là-dessus, comme quoi en tournoi, un jeton gagné vaut plus qu'un jeton économisé. Donc, les attitudes sont complètement différentes. Ah, c'est pas vrai, j'avais pensé l'inverse, moi. Ouais, non. C'est... Parce qu'avec l'effet de levier, le jeton gagné vaut plus en tournoi. Oui, mais on dit souvent que, par exemple, si tu montes ton tapis en début de tournoi, finalement, ça a pas un impact tant sur la durée du tournoi, puisque... vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère quand même avoir... Moi, je vais te suivre. C'est pour ça qu'on perd. Donc, je vais te suivre. Moi, mon dernier tournoi, ça date daté de quand tu as joué avec Swangar. Donc Phil Hellmuth. Et en plus, toi, tu parlais de faire tilter les gens. Hein. Phil Hellmuth, t'as jamais... tu show le bluff un peu ou... Non, t'as jamais réussi à le faire tilter un peu? C'est plus compliqué. Je veux dire, de temps en temps, il le fait quand il est à la télé pour le show. Mais sinon, c'est un joueur assez... Quand il n'y a pas les caméras, c'est un joueur normal. Et puis moi je l'ai déjà croisé en dehors des tournois et il est super sympa en fait. Il est sympa, il n'y a pas de problème. Oui, il joue un personnage, c'est vraiment son Ah ouais, c'est le personnage. Quand il rentre déguisé avec ses 14 gonzesses. Ouais, c'est un peu trop ça d'ailleurs. C'est juste le show à l'américaine, quoi. C'est son business. Quoi. Et parmi les joueurs, qui c'est un américain, tu peux dire qui tu peux pas saquer? Qui mauvais esprit, tout ça, il n'y a pas? Mauvais esprit. Je te demande pas français, hein, en plus, t'es juste sympa. Non, dans les joueurs américains, j'ai pas eu trop le problème de. Si, j'aimais pas trop, quoi. Je me souviens même de son prénom. À quoi il ressemble? Il est comment? Il est gros? Non, c'est une femme. Ah. Comment elle s'appelle? Jennifer Tilly? Non. Moi aussi, j'ai pensé à Jennifer Tilly en premier. Non, une autre. Jennifer Harman, Jen Harman. Annette Aurestat? Vanessa Rousseau? Non, elle est gentille, Vanessa. Tu connais son père, j'imagine, en plus, qui jouait beaucoup à l'aviation. Le croc? Le croc. Non, j'ai pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Bref. Non, j'ai pas de Vanessa joueur. Zelst. Non. Annie Duke? Non. J'ai pas de...
J'ai pas de gens que j'ai vraiment... où j'ai une aversion contre eux. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'aimerais qu'on va parler avant de parler de ton tournoi de cet été qui nous a beaucoup d'émotions à la fin pour toi et pour nous aussi parce que justement ça a été filmé. On va parler donc tu utilises une loupe à table. À partir de quand tu as commencé à avoir des problèmes de vision? Alors les problèmes de vision sont dus en fait à la prise d'un médicament. En 2003, je prends un médicament et je fais une allergie massive. Mais quand je vous dis massif, c'est vraiment massif, c'est-à-dire que ça s'appelle un syndrome de l'aïeul, qui est appelé aussi par les médecins le syndrome de l'écorché vif. C'est-à-dire je perds 95% de ma peau et je reste 2 mois dans le coma. Normal. D'ailleurs, je suis le malade survivant qui a eu le plus de décollement de peau survivant. C'est une maladie qui est mortelle à 60% des cas. Mais comme je voulais absolument pas que ma fille hérite avant, j'ai survécu. Elle est à côté, hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Évidemment. Donc ça arrive dans les... C'est quoi, juste après la prise du médicament? Très rapidement? C'est arrivé, oui, un mois après la prise du médicament, j'ai commencé à avoir des bulbes et la peau qui se décolle et donc, en urgence. C'est en 2003, ça. Ça, c'est en 2003, donc t'as quel âge? T'as une quarantaine d'années? J'ai 45 ans. Et ça attaque tes yeux aussi? Alors, ça a attaqué tous les organes internes, toutes les muqueuses, la cornée qui s'est déformée. Et donc, c'est juste quand j'ai pu être sauvé, c'est resté il n'y a que les yeux qui sont restés, et évidemment la peau, puisque bon, j'ai une peau de grand brûlé. D'accord. Et juste, ça a pris combien, enfin, ça a duré combien de temps, toute cette épreuve de l'AG jusqu'à je sais pas comment on appelle la rémission. Je suis resté donc en 2003, j'ai eu ce problème. Je suis sorti de l'hôpital. Ça a commencé en février 2003. Je suis sorti, je crois, de l'hôpital en mai-juin. Parce qu'après le coma, il y a eu aussi j'imagine plein de complications, de complications. Et puis après, j'ai eu une rechute. Je suis devenu aveugle pendant 11 mois en 2006. Ah oui, donc 3 ans après? Ouais. Parce que, bon, pour les problèmes oculaires. D'ailleurs, vous verrez, en 2006, je ne dois pas avoir beaucoup de résultats sur EndenMob. Sans voir les cartes, c'était plus dur. J'ai essayé une fois, j'ai eu un gros problème. C'est vrai, j'ai essayé avec un guide. J'ai joué avec un guide. Tu veux dire quelqu'un qui te souffle les cartes? Ouais. Parce que là, entre-temps, en 2003-2006, bon, à part la période évidemment où tu es à l'hôpital, etc., quand tu sors, tu rejoues aussi là à ce moment-là? À partir de 2004, je rejoue. Ouais. Ah ouais, tu rejoues. Mais même, je sais pas si j'ai pas commencé à rejouer en 2003, 2004. Et c'est là où tu attaques la loupe ou même pas encore? La loupe, je l'attaque, oui, dans cette période-là à peu près, quoi. Ah ouais, 2004-2005. Okay. Attends, on va clore cette époque qui est pas facile dans ta vie, mais j'ai quand même juste une dernière question. Quand ton pronostic vital était engagé, enfin, t'étais proche de la mort, comment ça t'a changé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir été si proche de la mort? Tout est du bonus un petit peu. Puis à l'époque, j'étais content d'une phrase qu'avait dite ma femme. Elle me dit: j'espère qu'il pourra encore rejouer au poker. C'était une des phrases qu'avait sorti ma femme à l'époque. Ça veut dire que c'est vraiment très important pour toi, quoi. Ouais. Non, ça veut dire aussi que t'étais bon. Non, j'aurais pu être mauvais, que ce soit très important. Hein. Oui, ça peut avoir un impact pas ouf sur le couple quand t'es mauvais, généralement. Ouais. Mais enfin bon, moi, ça n'a jamais impacté ma vie de couple parce que... Je veux dire, à aucun moment, je suis trop prudent pour me mettre en danger. Alors, curieusement, je ne suis pas prudent dans le jeu. Je suis très agressif. Mais sur le money management, je suis extrêmement prudent. Qui est l'une des qualités obligatoires si on veut durer et gagner un jeu. De toute façon. Mais tu vois, moi, je pensais en te connaissant agressif, je m'étais dit, est-ce que c'est justement après cette épreuve où en fait, non, mais tout à l'heure, tu nous disais que tu étais quelqu'un qui n'avait pas peur, que la peur, ça faisait pas partie de mon ADN. De ton ADN. Donc non, c'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui,
T'as pas peur d'aller mettre le bluff en plus ou... Non, mais le bluff en plus, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, c'est une technique de jeu. C'est ce qui fait que je peux monter des jetons. C'est autre chose. Par contre, l'argent, je respecte l'argent que je mets dans les cartes. Je vais dire, c'est pas parce que je fais un énorme résultat que je vais essayer de décrocher la lune et de commencer à faire des buy-in à 20 000. Pas du tout. Je veux dire, moi, quand je reçois mon argent d'un tournoi, d'un gros tournoi que j'ai gagné, je prends les billets de 500 €, je leur perce les yeux, je les mets au coffre, ils voient plus le jour. Est-ce que t'as, parce que là on passe sur la gestion, j'ai envie de rester un petit peu là-dedans, mais un peu pour les à côté, est-ce que quand tu arrives sur un tournoi, est-ce que tu as une préparation un peu spécifique ou pas vraiment? Est-ce que tu as des habitudes, tu vois, Ouais, alors il y a un seul truc où j'ai vraiment une préparation spécifique, c'est pour Vegas. Parce que Vegas, c'est à part. Je sais que une des trucs dont je suis le plus fier, c'est que les 4 dernières années sur Vegas, j'ai fait 4 années gagnantes. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est une grosse perf. Ça, c'est une vraie grosse perf. Parce que déjà faire 0, c'est déjà un beau résultat en général. Rentrer de Vegas et dire j'ai pas perdu d'argent, t'es content déjà. Ouais, tu peux l'être parce que c'est très compliqué. Mais bon, parce que d'abord, les joueurs américains jouent pas comme les joueurs français ou les joueurs européens. Rien à voir. Il faut vraiment arriver à comprendre le jeu des Américains, qui sont plus scolaires un petit peu dans leur jeu, mais les Américains, tu peux pas les bluffer, par exemple, si tu fais des bluffs directs. 1 barrel, 2 barrels, 3 barrels en bluff, ça marche jamais. Par contre, si tu les check raise en bluff, ça marche. D'accord. Ah, ils préfèrent payer, et tu vois, payer dans la continuité. J'aime pas le mais tu peux pas les bluffer en je mets beaucoup. Ils ont pas peur de l'argent, il y a pas de souci. Mais le truc un peu subtil, ça ils comprennent. Ok. Avant qu'on parle de ton tournoi, j'aimerais bien qu'on fasse venir ta fille au micro. Et j'ai envie, parce qu'on va parler de la vie de papa et de joueur. Parce que être joueur, ça fait partie de ta vie. Il y a Fiona, salut. Bonjour. Salut, Fiona. Tu dois avoir un casque qui... Regarde, tu peux mettre le petit... En plus, t'as un podcast. C'est le moment de faire ta promo. Et oui, suivez C'est quoi le pitch, un podcast de scénaristes qui parle de cinéma. Voilà. Et merci cinéma, beaucoup. Toi, Fiona, ton père, il est joueur. Comment tu l'as vu depuis toute petite? Tu l'as vu jouer aux cartes? Oui, il a toujours joué. Il a vraiment toujours joué aux cartes. Est-ce que je peux enlever le casque? Ouais, vas-y. Je crois que je n'aime pas m'entendre. Désolée. Non, ouais, il a toujours joué et pour moi, ça a toujours été admis. C'était son métier presque. Enfin, il avait un métier à côté. Mais oui, je me suis toujours un peu vanté d'avoir un... Il est champion de poker. Alors, champion, il joue. Attends, en général, nos enfants, ils disent « Ah, mais il est champion de poker. Oui, » C'est le super-héros, le papa. Alors, je pense que comme j'ai tellement grandi avec, je me rendais pas compte que c'était stylé jusqu'à ce que les gens me disent que c'était stylé. Après, maintenant, je me rends compte que oui, ça fait toujours plus son effet quand je dis que mon père est joueur de poker que... responsable vente chez la Foire Fouille. Forcément, il y a un peu plus de piment. T'as eu la fibre aussi du jeu très, très tôt à la maison? J'aime bien jouer aux cartes. Je pense que ce qu'il disait sur le sens des cartes, je l'ai un peu aussi dans le sens où les jeux de cartes, ça me vient assez facilement. Après, moi, je suis pas une matheuse et vraiment, les pourcentages, les statistiques de jeu, je joue pas du tout comme ça. Moi, je joue un peu au poker, mais très mal et plus au feeling et avec des sommes minuscules. Parce que pour le coup, moi j'ai peur. Moi je connais la peur. Ah, t'as pas hérité de ça? C'est pas le même style de jeu. Pour le coup, moi je connais la peur. C'est pas le même style de jeu. Tu dirais que c'est vrai? Enfin, évidemment que c'est vrai, mais ce côté sans peur de ton père, tu le vois, tu le ressens? Oui. En tout cas, je me suis rendu compte en jouant. Mais encore une fois, quand je dis l'argent, c'est 10 balles. Je joue 10 balles et je suis déjà avec le cœur qui bat en disant mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Finalement, c'est pas l'enjeu qui... Non, mais par contre, je me rends compte que quand même, il faut des nerfs, quoi. Je me suis rendu compte en jouant qu'il fallait des nerfs et je comprenais un peu mieux quand il m'appelait après avoir perdu, les états dans lesquels ça le mettait et qu'effectivement, que c'était difficile à vivre. Ouais. Ça veut dire que Michel, quand ça se passe pas bien, bon là les 4 dernières années Vegas ça va, mais les années d'avant c'est compliqué.
Du coup, t'appelles ta fille, Fiona, toi, il t'appelle pour débriefer un petit Bah, peu. Alors moi, il m'appelle et le coup de fil que j'aime pas du tout recevoir et que j'ai très souvent, c'est le coup de fil souvent avant dinner break où il est tout content, il me dit je suis chip leader, etc. Et je sais que c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Moi j'ai jamais autant d'espoir pour mon père que quand il me dit je suis mal barré. Parce qu'il va sa combativité. C'est qu'il s'accroche, il Voilà. va s'accrocher, quoi. Quand il est très mal barré, bon, il est très mal barré. Mais quand il est un peu en dessous de la moyenne, c'est là où j'y crois le plus personnellement, parce que quand il est chip leader, en fait, il a pas le tilt, mais il a la grosse tête. Ça, c'est-à-dire, Ouais, Michel, c'est-à-dire Ça que veut être un tilt de confiance. C'est le Non, tilt mais de confiance. non, mais c'est vrai. Et du coup, je pense que quand t'es chip leader, tu touches d'accord, trop terre Michel, ou et tu pas fais un peu n'importe quoi. Bah, disons que le problème, c'est que ça m'arrive très souvent d'être chip leader. Comme je monte beaucoup de jetons, très souvent, j'ai le truc où, ça y est, bon, maintenant, je me suis un peu calmé. Est-ce que tu as un peu ce syndrome du joueur qui, souvent les joueurs très agressifs, en gros, qui veulent, c'est ma table, c'est moi qui dois gérer ma table, et du coup, tu prends vraiment toutes les situations, même certaines où tu devrais pas. Ah Quoi. bah, souvent à la table, les joueurs de la table, quand il y a un nouveau joueur qui arrive, ils me présentent comme étant the captain. C'est le patron. C'est le patron. Voilà. Et- Il y a Flatbed Poker qui nous pose une question, Michel, il dit quelle est sa routine de préparation avant et après une journée de tournoi? Alors déjà, il y a une chose que j'ai faite récemment, que je dis qu'il faut jamais faire, et je le redis. Alors après le tournoi, déjà, il faut pas se réinscrire dans un nouveau tournoi. Quand c'est fini, Ouais. c'est fini. C'est un On tournoi rentre- par jour. C'est un tournoi par jour, c'est fini, on rentre se coucher. Demain sera un autre jour. Parce que on peut pas se reconcentrer alors qu'on était en D2 d'un autre tournoi pour recommencer Non, c'est impossible. Donc quand c'est fini, c'est fini. Toi, tu as besoin d'avoir ton reset et on repart le Voilà, lendemain et au on combat. repart le lendemain à zéro et on se remet dans tout ça. Ma routine, sinon, j'ai pas de routine spéciale. Bon, moi, j'arrive assez tôt parce que j'ai toujours mon problème de place, d'installation. Donc, moi, je suis tout à fait opposé, en fait, en plus au nouveau Let trend qui se fait de let reg. Ça, je trouve ça c'est une bêtise monumentale, mais bon. Qu'est-ce que tu penses aussi, parce que tu as vu, là, on parle des choses qui ont changé. Par rapport à avant, maintenant, il y a beaucoup de re-entry, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que tout ça, tu le vois d'un bon œil ou t'aimes pas trop ça, quoi? Bah, les re-entry, ça a toujours existé. Moi, je me souviens, j'ai fait un tournoi. On va rentrer un petit peu dans les anecdotes. Ah, bah vas-y, on repart dedans, let's go. Voilà. J'arrive sur un tournoi d'Omaha à $2 500 au World Series et je tombe sur une table délirante. C'est-à-dire, à ma droite, il y a un mec qui ne sait pas jouer, qui ne sait pas comment tenir ses cartes, chemise à carreaux et hot dog et bière en main. Et à ma gauche, j'ai Pascal Perrault. Ensuite, j'ai Dragon Femme. C'est bien, ça nous permet de nous situer dans les années. Donc là, tu sais qu'on est dans les années 2006-2007. Ouais, c'est ça. Quoi. 2008. Il y a Dragon Femme. Ensuite, j'ai Uxid, Daniel Negreanu, Robert Williamson 3, enfin une table de fous. Et il y a un mec que je connais pas, voilà. Qui s'est perdu. Qui s'est perdu. Bon. Et moi, ce tournoi d'hommage, je décide de le jouer en free roll. En free roll, hein. Je rebuy pas. 2500, c'était trop cher. Ok, freeze out. En freeze out, pardon. Freeze out. En freeze out. Et j'ai Daniel Negreanu en parlant de rebuy. À cette époque, pour faire les rebuy, il fallait les payer en jetons parce qu'on les faisait directement à table. Donc il n'y avait pas de cash, il fallait avoir des jetons pour rebuy. Ah, donc tu restais à ta table, en fait. Tu restais à ta table, c'était pas un re-entry, c'était un rebuy. Et Daniel Negreanu arrive et pose sur la table un sachet avec peut-être, je sais pas, c'était un 2005, il devait y avoir 50 000 ou 80 000 $, j'en sais rien, plein de jetons. Pour rebuy. Pour rebuy, parce que lui, sa technique, c'est je rebuy jusqu'à ce que je monte des jetons. On en fout partout et à un moment, ça passe, quoi. Voilà. Et je me souviens de Dragon Fan qui m'a dit moi, je fais un rebuy maximum. Ah ouais. Mais toi, il faut pas te dire ça. En plus, le mec qui te dit ça, pareil, c'est une info. Là, tu lui mets une pression, quoi. Bon, moi, le problème, comme je savais ça, j'avais acheté des jetons pour les mettre devant moi. Faire semblant. Pour faire semblant, bonne parce technique. qu'évidemment. Et je vois Daniel Negreanu, mais qui m'en colle partout, tout le temps.
Et moi, je sélectionne mes mains, je fais attention. Je suis vraiment en mode... j'ai peur un petit peu parce que $2 500 à l'époque. De toute façon, s'il joue comme ça, il faut absolument bien sélectionner ses mains. Donc, je sélectionne une main et j'arrive sur une main. Alors, je me souviens bien de la main. C'était roi 10 de pique, roi valet de carreau. C'est une vraie main de double main. suite. Roi valet 10. Ouais. Évidemment, c'est relancé, sur-relancé par Daniel. Moi, j'ai pas les as. Tu et payes. de toute façon, je fais que payer. Et le flop, je me souviendrai toujours du flop, ça vient roi 5-3 avec 5 et 3 de pique. Donc tu as top 7, Et flush draw. deuxième flush draw. Et deuxième flush draw, exactement. Donc je mise. C'est payé par Oxide. All-in de Negreanu. Moi, je revois ma main, je fais bon. Bon, Bah, là, on y est. Hein. On y est. All-in, il me couvre, je paye. Et Oxide paye. Et donc, on ouvre les mains. Donc Alors- il y a Node Flush chez Oxide, il y a... Non, Oxide, il a Broland 5. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Bien. Et c'est 7 pour Negreanu. Non, parce que, attends, excuse-moi. On monte les jeux après. C'est à la turn. Et donc, c'est relancé par moi, payé. Ok, Ok. on voit une turn. Et on voit une turn, et je dis, putain, pas de pique. Ouais. Et turn, roi de pique. Ah, ok, Allez. tu fais carré. Non. As de pique. As de pique. Ah, ouais. ouais, c'est Pardon. pas pareil. Ah, As ça de va, pique. c'est le pic qu'on veut voir. C'est As celui de qu'on pique. c'est bon. Donc, je On est max. suis max, avec Ridro Roland max, droit. c'était Ridro Et ça max. perd quand même à tapis. Negreanu, il avait 7-8 de pique. L'autre, Ah oui, Roland donc 5. c'est la seule main qui peut encore gagner contre toi d'ailleurs. Ouais, même pas 3-5 de pique. Il peut pas faire qu'un c'est seul. Ah non, je crois que c'était Faut 5 pas. et 6 de pique, ok. Il y a un 5 et je joue contre un 5 qui fait carré. c'est tout. Ok. Mais pour te dire, le mec, la pression que tu peux avoir sur ce genre de coup où tu as un mec qui vient avec un Ouais. sachet et il a fait, je crois, 17 re-entry à ma table, quoi. Ouais, donc 17 re-entry pour finir positif sur le tournoi, il va falloir... Faut le gagner. Ouais, non, c'est il ça. a fini 3e et il a gagné un peu. Ah ouais, 50 balles. Comme quoi, bonne strat. Il a gagné 50 balles. Dans Euh, les granou. Fiona, profitez que tu es là. Vous jouiez à la maison, vous avez joué ensemble? On jouait pas au poker, on jouait au poker chinois. Ah, Paigo, Chinese. Paigo, ouais, et je le battais. Ah, Ah. Non, c'est dubitatif à côté de toi. Si, quand même, si, je le suis. Ouais, on a joué. Et vous, du coup, on joue pas d'argent, mais vous jouez. Il y a quelque chose à gagner. C'est Ah, je juste. joue de l'argent. On joue de l'argent. Je peux la Attends. plumer, On oh. peut pas jouer au poker. Pareil, ça va. pareil, on joue pas beaucoup, mais on joue Non mais là il y a Ils sont l'ego, sur le il y a point. l'ego, l'ego il vaut beaucoup. Non, sur mais les parties comme ça. c'est toujours ce qui m'a, pour le coup, dit et que j'ai constaté dans ma vie après. C'est vrai que le poker, ben oui, c'est pas un jeu de cartes qui joue avec de l'argent, mais c'est un jeu d'argent qui joue avec des cartes. Donc, Ah, j'aime bien la formulation, ouais. effectivement, si tu mets pas, même 2 balles, enfin n'importe quoi, un petit enjeu, tu peux pas jouer, tu fais n'importe quoi. Donc, non, on jouait un peu. Mais après, c'est vrai que j'étais un père un peu atypique. Moi, quand j'avais peut-être 15 ans, il m'a dit, quand tu auras 21 ans, je t'emmènerai à Vegas. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors la génial. découverte de Vegas à 21 ans, c'était comment? Bah, ils sont fous. non, c'était fou. C'était super marrant, c'était très intéressant. Est-ce que les gens reconnaissaient ton père dans les poker rooms? Non. Pas du tout. Non, non. Non. Non, Pas non. du tout à l'époque. Non, moi j'avais été très impressionnée parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais. Dans le sens, enfin, j'imaginais pas le côté hangar de table jusqu'à l'infini et puis le bruit des jetons, jetons. du clic, 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 Ouais. sans arrêt. C'est quand même très impressionnant quand on rentre. Tu t'imagines pas du tout ça. Moi j'imaginais quelque chose peut-être aussi. Parce que justement, le côté cinéma t'amène dans une ambiance beaucoup plus feutrée, beaucoup plus. On peut retrouver plus en cash game. Comme ça. Ouais. On va Ouais, plus c'est ça. retrouver ça en cash game entre plus des personnalités qui vont se retrouver dans des endroits un peu plus fermés, tu vois. Peut-être un peu plus, je sais pas ce que tu en penses, Michel. Ouais. Je trouve que le côté cinématographique, il est plus présent Ouais, en cash game. c'est sûr que là, c'était. Ouais, je m'attendais pas du tout à voir ça. Et moi, je jouais justement au Paigo. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal aussi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, il m'avait dit une phrase qui m'a marqué, c'est que donc j'avais perdu, j'avais essayé de rejouer PES machin, j'avais fini en larmes parce que je suis une pleureuse. Et il m'avait dit, je t'en veux pas d'avoir perdu, je t'en veux d'avoir essayé de te refaire. Ah, ça ne pas faire aussi. Voilà. Deuxième conseil. Donc du coup, ça revenait un peu sur la journée est finie, va te coucher, quoi. Ouais, T'as et- arrêté depuis de vouloir te refaire?
Oh oui, non, mais moi, pour le coup, je pense que j'aurais pas du tout. Enfin, il faut pas que j'aille trop là-dedans parce que je serais pas aussi raisonnable, carré sur. Je serais un peu trop impulsif sur la gestion de l'argent. La gestion de l'argent et la gestion de. Non, ça c'est plutôt une bonne chose que je joue pas trop. Michel, tes enfants, t'as un enfant? Ouais, non. Deux. Un fils aussi. T'as eu un moment envie de leur transmettre la passion du poker? Pas du tout. Non. Pas du tout. J'ai essayé au contraire. Je veux dire, quand elle est venue à 21 ans à Vegas, c'est la première ou la deuxième fois, je me souviens, elle était gagnante jusqu'au dernier jour. Ouais. Et le dernier jour, elle a voulu rejouer. Et elle a fini perdante et en larmes. Et j'étais très content. Très, 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 très content qu'elle ait perdu. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'un joueur qui gagne la première fois parce qu'il croit que c'est arrivé. Je sais, ça m'est arrivé. Donc, très content qu'elle ait perdu la première fois. Ça, c'est assez marrant parce que souvent, même nous, des fois, on nous pose la question, est-ce que tu conseilles aux gens de jouer? Et finalement, même les joueurs gagnants, souvent, ils disent non, je le conseille à personne. Pourquoi tu conseillerais à personne, finalement, de rentrer dans ce milieu? Parce que c'est trop... Si tu le fais comme moi, en hobby, après avoir eu une carrière de travail et où tu as monté de l'argent et tu as monté de l'argent à part ça, c'est un hobby génial. C'est génial. Mais le problème, prendre ça pour gagner, pour faire sa vie et pour en faire son métier, c'est une connerie monumentale. Mais regarde, il y a des joueurs professionnels, alors un peu plus en cash game parce que tu peux avoir des résultats un peu plus réguliers. Ouais. Mais tu conseillerais à ta fille d'être footballeur, d'être chanteur? Alors moi, ce sont tous des métiers où il y a un miroir aux alouettes, un Kylian Mbappé, une Céline Dion, un Alexandre Reyer, je sais pas. Mais la masse des gens. Alors je suis d'accord. Alors pour le coup, moi je suis en plein avec mes enfants qui sont petits et alors justement mon fils qui veut être footballeur et tout. Moi, je pense que c'est très bien de rêver. Je pense que c'est ça qui nous différencie entre les enfants et les adultes, et que si on rêve pas, on se construit pas bien. Mais que si tu as une vraie envie de faire quelque chose, si tu as envie d'être footballeur, c'est ton rêve. Ok, tu te donnes par contre tous les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais tout pour le faire. Ça va pas être facile, c'est pas avec la réalité. Mais en fait, je pense qu'il faut pas aussi couper les ailes aux enfants qui rêvent. Tu sais, c'est ce que j'ai eu avec la petite demoiselle qui est juste à côté de moi là. C'est-à-dire Fiona, ma fille. C'était quoi? C'était footballeur ou Céline Dion? Non, elle a voulu écrire. Elle a voulu être écrivain. Non, scénariste. Tout de suite. Oui, non, mais au début c'était écrire. Elle a dit j'aime écrire. Je lui ai dit. Et en fait, on l'avait mis en droit, elle avait fait une licence de droit franco-américain, et je lui ai dit, écoute, écrire c'est bien, mais il y a très 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 peu de gens qui gagnent leur vie en écrivant, tu t'en rends compte. Alors tu finis ta licence de droit franco-américain, si des fois l'écriture ça va pas, tu pourras toujours te remettre sur le droit. Et là, elle a fait une école donc de scénariste, et bon, elle a eu raison parce que c'était sa passion. Mais donc finalement, ça te contredit un peu toi-même parce que tu vois, si elle avait pas. Oui, mais je lui avais laissé un métier par derrière. C'est-à-dire, si tu as un métier avant et que tu fais ta passion, c'est autre chose. Je veux dire, il y a Alexandre Reyer, il est ingénieur à la base. Si des fois le poker ça marche plus, il peut redevenir ingénieur. Après, je trouve que c'est, alors je vais pas dire simple, mais par exemple, on parlait du foot, c'est quand même pour le coup beaucoup plus simple de devenir joueur de poker professionnel que joueur de foot professionnel. Il n'y a pas photo. C'est pas plus simple parce qu'il faut beaucoup d'argent. Enfin, moi, je suis pas joueur professionnel. Non, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent à la base. Si tu gères bien ton argent, tu peux partir de. Après, il va falloir du temps, énormément d'investissement et de la chance. Et je pense pas tant de chance que ça. Si, comme tu dis, t'es un joueur qui comprend le jeu et qui va être carré dans ta structure, surtout à notre époque où il y a beaucoup de contenu pour travailler, etc. Je pense qu'on peut. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde et que tout le monde peut y arriver. Ça moi, je le pense pas. Mais je pense que si t'es carré, t'as une structure, tu peux quand même y arriver, tu vois. Alors que joueur de foot, ça va être très difficile, quoi. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est vachement sur la gestion du risque. Et quand on dit oui, non, je conseillerais pas le poker, parce que aussi le poker, faut pas oublier quand même, c'est le jeu et c'est un peu une addiction. Il y a des dangers, il y a bien sûr, il y a des dangers. C'est ça qui fait peur. Bon, c'est moins dangereux d'être addict au foot qu'addict au poker. Donc je pense que c'est ça qui fait. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a le côté argent, mais finalement, des joueurs professionnels, enfin, j'en connais des tonnes qui sont addicts au jeu. J'en connais pas tant que ça. Tu vois, en fait, ils jouent parce que
c'est leur gagne-pain parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent, parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils savent qu'ils font de l'argent en faisant ça. Mais tu leur coupes le jeu pendant 3 jours, ils sont pas malades, tu vois. Maintenant, on en connaît moins. Mais à une époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de profils où il y avait quand même pas mal de profils à risque. Maintenant, ça. Et des gens qui se sont brûlés les ailes avec le poker. Il y en aura clair. Il y en aura toujours. Mais c'est ceux qui ne. Il faut donner des ailes avec mais qui s'assurer qu'il y a un filet de sécurité, voilà. Ouais, vous les connaissez moins. Je veux dire, on ne parle pas des. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure, quoi. Les joueurs qui sont broke, on n'en parle plus. C'est le biais du survivant, c'est qu'on voit que ceux qui restent et exactement. On oublie les autres. Je veux dire, moi, on parlait des gens, voilà. Scotty Nguyen, une légende. C'est pas qu'il est broke. Oui, bien sûr. Il faut rajouter quelque chose derrière, quoi. Mais en fait, parce qu'aujourd'hui, un joueur professionnel, dans les caractéristiques d'un joueur professionnel, il y a la gestion de l'argent. Et si tu le fais pas, t'es pas un joueur professionnel. T'es juste un joueur de cartes. T'es un joueur de cartes. Tu peux avoir beaucoup de talent et tu n'y arriveras pas. Mais dans les qualités intrinsèques d'un joueur de poker, il y a la gestion de l'argent. Sans ça, tu n'y arrives jamais. Attends, j'ai vu quand même beaucoup de joueurs de poker professionnels qui. Tu sais, j'ai toujours une anecdote assez simple et puis après je reviens. Reste sur l'anecdote, vas-y. Une petite blague, tu sais. Est-ce que tu connais la différence entre un mec qui a 4 millions de dollars et un mec qui a 4 filles? Oh là là. Le mec qui a 4 millions de dollars? Non. Non, c'est le mec qui a 4 filles, il en a assez. Exactement. Elle est très bien. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, t'en veux toujours plus. Et beaucoup de joueurs de poker qui étaient très bien, qui faisaient des bons résultats sur des 500, des 1000, des 1500, ils sont passés aux 10 000, aux 15 000, aux 25 000. Et donc, on n'est pas sur une bonne gestion. Et donc, il y a une mauvaise gestion de l'argent. Mauvaise gestion de l'argent. Il faut y aller petit à petit. À un moment donné, tu dis, si je suis bon sur 1000, pourquoi je ne serais pas bon sur 10 000? Oui, mais c'est une mauvaise gestion de l'argent. À la limite, tu peux en faire te faire un plaisir, mais si tu n'as pas la bankroll pour jouer les 10 000, tu n'es pas censé y aller. Si tu es professionnel, normalement, tu n'es pas censé y aller. Oui, mais il y en a beaucoup qui y vont. Écoute, bien sûr. J'ai connu un Dakota Jim qui faisait des tournois à 5 000 $. Il dormait sur le parking du Rio, dans sa voiture. Il n'y avait pas de quoi se payer une chambre. Et il allait faire un tournoi à 5 000. Là, je pense qu'on est vraiment dans la mauvaise gestion. A priori, on est quand même toujours sur. Je pense qu'on a trouvé quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Dakota Jim, si tu les écoutes. Il est mort. Ah merde. Merci Chichi, de foutre l'ambiance de merde. Peut-être qu'il nous écoute. J'espère qu'il avait une bonne voiture. Nous écoute. En tout cas, c'est sûr que moi, un truc qu'on me demande quand je dis que mon père est joueur de poker, on me dit mais t'as pas peur parce qu'on a l'image effectivement. La perte de la maison. Exactement la maison. Qui est avec le truc. Est-ce que tu connais l'histoire de Dakota Jim? Voilà. Exactement. Et moi, je me dis non, parce que pour le coup, j'ai toujours su qu'ils nous mettraient pas. Ou alors, j'ai pas su peut-être des périodes, mais en tout cas. Non, jamais. Qui nous mettraient pas dans la merde. Puis il a une grosse voiture au pire, c'est pas passe. Tu suis tous ces résultats? Tu suis quand il dit prun et tout? Pas tout, mais souvent quand même, je regarde. Et puis c'est vrai que quand il est bien dans un tournoi et que ça marche bien, j'avoue que je dors pas trop et je regarde. Je réactualise beaucoup, mais au final, en fait, il y a toujours du délai au moment quand c'est mis en ligne. Et du coup, j'ai les infos avant par lui. Ça t'est arrivé de le suivre vraiment, d'être sur place? Par exemple, c'est FPS High Roller à Deauville? Non, à Paris. C'est à Paris? Ah non, mais elle habite au moins à 600 mètres, alors bon. C'est un peu loin, quand même. Non, en vrai, non, mais tu m'as pas invité. Hein. J'ai pas invité. Tu vois? Non, j'ai envie de la tuer, toi. Je t'ai vu jouer 2 fois, en fait, en vrai, et encore pas longtemps. À Las Vegas, parce que mais en même temps je suis allée un peu derrière, mais les mecs nous avaient virés avec mon frère, on n'avait pas le droit de rester, et un petit peu à Deauville, mais en même temps déjà je m'y intéressais moins à cette époque-là, et en plus quand tu regardes de loin, que tu vois pas les c'est long, cartes, tu vois rien. C'est long, tu vois rien, tu comprends pas ce qui se passe quand t'as pas une maîtrise du jeu. Moi je joue comme je disais très mal, avec des potes avec qui on a la feuille avec les combinaisons écrites dessus pour ceux qui s'en souviennent pas. Vous voyez le niveau, quoi. Et pour peu qui jouent en 12-7, alors là c'est non, donc du coup c'est pas assez. Je resterai là en disant qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il a gagné, non, je crois qu'il a perdu. Il est content, il est pas content, je ne sais pas. C'est un peu. Par contre, la seule fois où il nous envoie des streams ou en live, etc. Maintenant, je dis, il faut pas qu'il nous en envoie parce qu'on l'a toujours vu sauter. En même temps, c'est aussi la vie du joueur de poker, de tournoi, c'est qu'il saute quand même tout le temps. T'as suivi son deep run à Vegas, là, où t'étais t'étais pas trop en direct, ou c'est le lendemain matin que non, t'as su? je l'ai su la nuit, je voyais ce qui se passait, quoi. Non, parce qu'on avait un petit groupe WhatsApp avec les gens
où je réactualisais assez fréquemment, donc ils pouvaient me suivre. Voilà, après j'ai vu cette fameuse vidéo où il est tout tristoun là parce qu'il est fait Attends, ça, deuxième. on va en revenir, on va faire le. Ah ouais, parce que franchement, elle est vraiment, franchement, elle est prenante, je trouve, cette vidéo. Encore plus quand c'est ton père. Ce tournoi, c'est un tournoi que tu joues tous les ans. C'est le 2500. Non, c'est le 1500. 1500 12 to 7. Alors je t'explique, quand je vais à Vegas, j'ai aucun programme. Je fais au feeling. Pour te dire encore mieux, quand j'ai fait deuxième du 1500, le lendemain, il y avait le 10 000 du Sous-7, que normalement, très logiquement, j'aurais dû jouer. D'ailleurs, le mec a gagné, tu lui dis, on se retrouve demain matin. J'ai dit oui, puis dans la nuit, j'ai dit non, j'ai plus envie de jouer au Deuce to 7, je vais jouer il y a un PLO Hilo au Venetian, j'ai bien fait de le faire, je l'ai gagné. Le lendemain, et j'ai pas fait le 10 000 Deuce to 7. Donc, je fais mon programme vraiment à l'envie de ce que j'ai envie de jouer à ce moment-là. Pas du tout, je prépare pratiquement rien. T'as un petit tournoi chouchou vraiment favori, tu dis celui-là je peux pas le louper? J'aime bien tout ce qui est les high rollers des FPS, enfin high rollers très bêtement sur les Eureka, Estrellas, FPS. Sur le main event, j'ai jamais rien fait. Mais quand je te dis jamais, même pas un demi-centime, rien. Un 1000, c'est des 1000. C'est un 1100, j'y arrive pas. Et par contre, sur le 2002, j'ai toujours fait quelque chose. Tu l'as gagné? Non. On a fait 4e? J'ai fait 5e à Paris, j'ai fait 10e en Monaco, j'ai toujours fait de l'argent. Pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas non plus. Du coup, je joue pas le 1000 et, tu fais le 2000. Et là, à Prague, j'arrive directement pour le 2000. Très bien, ça vient de commencer, Prague. Ouais. Il y a déjà plus de 3000 joueurs là. Ouais. Donc ce tournoi, un 12 to 7 à $1,500, j'imagine que ça doit être un peu la foire, non? Il doit y avoir plein de gens qui connaissent pas les règles. Je vais te raconter encore une anecdote qui est marrante. Donc je fais ce 1500 une année. Je pense que c'était il y a une dizaine d'années. Je m'assois, j'ai un Asiatique à ma droite. On distribue la première main. Puis à un moment donné, quand il y a la troisième carte cardive, il y a l'Asiatique qui fait Miss Deal, c'est quoi ça? Miss Deal. Et on lui fait non, pas Miss Deal, il faut 5 cartes. Il fait mais je me suis inscrit à un Vegas. Lui, il a vu No Limit, WSOP, il a dit c'est bon. Et il pensait. Et donc, on appelle le floor. Et le mec, il dit écoutez, je sais pas jouer à ça. Est-ce que je peux être remboursé? Et le floor lui dit non, la première main a été donnée, vous êtes obligé de le jouer, sinon. Vous avez perdu votre argent. On peut plus rien faire. Normalement, il le gagne, le tournoi. Donc, le mec se tourne vers nous et nous expliquez-moi les règles. Putain, va expliquer le. Donc, je commence à lui expliquer le Deuce to 7, les combinaisons, les machins, les trucs. Je te la fais courte. Il m'a éliminé et il est devenu champion du monde. C'était sûr. C'est toujours ces histoires, c'est insupportable. C'était sûr. Donc on note les jeux auxquels on ne sait pas jouer, on va les tout buy-in, tu vois. Non, mais c'est clair. Non, mais nous, moi, ça marche pas. Moi, c'est ça. Moi, je saute la première main parce que. T'arrives pas à buy-in déjà. Non, mais c'est une histoire véridique. Et tu sais, je suis resté là quand il m'a sauté. Par contre, le mec, il avait le sens des cartes. Je veux dire, il a vite compris. Il a quand même. Je veux dire, moi, quand il m'a bust, il a été légitime. J'ai tenté un bluff. C'était légitime ce qu'il a fait. Mais en fait, il t'a eu. Ce mec, il était professionnel. Il s'appelait Philippe Ivey. C'est ça. Voilà. Enfin, non, c'est. Non, et donc, ce tournoi-là, quand tu le joues, le field, il est comment? Genre un 1500? Alors, c'est des gens qui savent tous jouer. Il y a plus d'anciens. Il y a moins de jeunes que dans les tournois de Texas Hold'em. Beaucoup de gens qui ont l'habitude de jouer les variantes, donc beaucoup de gens qui jouent en cash. Pas une affluence massive, hein. Là on était 450, je veux dire. C'est quand même déjà pas mal. C'est pas des tournois, ce sont pas des tournois énormes. Le tournoi se déroule globalement, tu montes pendant tout, c'est linéaire. Ouais, c'est linéaire. T'es pas chip leader au début quand même. Non. Ça va alors. J'étais chip leader. Il aurait duré moins longtemps. J'étais chip leader. C'est quoi, 2 jours? C'est sur 2 jours? 3 jours. 3 jours. Enfin, 2 jours plus la finale, ouais. J'étais dans les chip leaders déjà du jour 1 et chip leader, je crois, jour 2. Comment t'es déjà passé près du bracelet? Comment tu commences à gérer la. Est-ce que. J'allais te dire, est-ce que tu as eu la pression? Toi, t'es Mister, pas de pression. Mais quand on s'approche un peu comme ça de la table finale. Alors, j'ai pas la pression de l'argent, mais j'avais une vraie pression du bracelet. À partir de quand? À partir de la table finale? Du heads up.
Pas avant? Non. Avant c'est vraiment, tu veux juste leur mettre la misère et leur... Non, avant, je gère, je contrôle, je fais ce qu'il faut pour avancer plus loin dans le tournoi. Commencer à avoir quand même les paliers, je fais attention. Mais quand on est en heads-up et en plus qu'ils te mettent le bracelet sur la table. juste à 30 cm de toi, Là, il y a l'émotion. ah ouais. C'était quoi les profils des joueurs? C'était des jeunes joueurs d'Internet Non, un pro américain qui a gagné, là, Funkhauser. Ali, c'était aussi... il y avait Ahmed Owais qui est un pro. Il n'y avait que des pros. De 12 to 7 ou des pros des variantes? Des pros de tout. Il y a pas je pense pas qu'il y ait de pros de 12 to 7 C'est des pros spécifiques. De cash qui la joue dans l'année. Mais c'était tous des joueurs pros, à part un mec qui savait pas jouer, mais bon, qui s'est fait sortir parce qu'il faisait n'importe quoi. D'accord. C'est quoi alors cette technique de les mettre... Tu leur as mis vraiment des mal de crâne. C'en est drôle. Parce que eux, même, j'ai l'impression qu'ils... on sent qu'il y a une bonne ambiance quand même à table. Ouais. Ils te disent, mais je comprends rien à ce qu'il fait. Il lit mon âme, quoi. Je pense qu'ils ont pas mal compris. Au contraire, le mec, il m'a battu. Pour te dire, en heads-up 2 fois, j'ai eu la même configuration. C'est-à-dire, il me relance un tout petit peu. Normalement, en fait, on ne rentre que si on a un tirage une carte. Mais en heads-up, on peut se permettre un tirage de cartes. Ça veut dire quoi un tirage d'une carte? Moi, je suis vraiment noob de noob. Si tu as, je sais pas moi, un jeu par exemple 8-8, 5-4-2, comme tu veux, tu vas enlever un 8 pour essayer de faire un 8-7, quoi. Un 8-7, un 8-6, un 9-8, un 10-8, bon. Donc, c'est un tirage d'une carte. Maintenant, si tu ouvres paire d'as 2-4-5, tu as un tirage de cartes pour enlever les 2 as. Donc, comme il te voit défausser, le fait de défausser 2 cartes, c'est pas avant le heads-up. C'est pas terrible. Avant le heads-up, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Moi, ils ne l'ont pas vu parce que j'ai jamais défaussé 2 cartes. Ok. Mais par exemple, si c'est limpé tout le long, tu défausses 2 cartes parce que c'est limpé. Oui. Tu peux pas te défausser 4 cartes, par exemple. Si, tu peux tout. Si. Mais si c'est limpé, mais pas. Ah bah non. J'ai vu des mecs relancer, rater leur bluff et demander 4 cartes. J'ai vu Daniel Negreanu sur un 7, sur un Deuce to 7, rester servi avec carré de 2 et un 4. C'est un des meilleurs bluffs, quoi. Ah, c'est extraordinaire. Parce qu'il a les meilleurs bloqueurs. Carré de 2. Ouais, carré de 2 avec un 4, il était très très bien. Donc évidemment, il est resté servi avec son carré de 2. Et il l'a montré, il était mort de rire. Donc tu me disais pendant le heads up tu peux rester servi. Ouais, donc il t'a attrapé, non? C'est quoi? Tu parlais du joueur américain. Le dernier coup, il y a un petit. Alors, une fois qu'on est à 4, je touche plus une carte. Je touche que des figures, que des machins. Et j'avais 6 millions et j'étais chip leader. Il y a 11 millions de jetons en tout. Et donc à 4, j'avais 6 millions de jetons. Et je touche plus une carte. Plus rien, je n'arrive plus à jouer. Et petit à petit, Funkhauser élimine le 3e, élimine le 2e. Moi, je descends un petit peu, je me retrouve avec 5,5 millions et lui 6 millions. Et là, en heads-up, il y a un coup. Alors, on joue. Il faut savoir que les antés, c'est big blind plus petite blind. Donc, quand tu te retrouves big blind, par exemple, à 120 000, tu payes 360 000. Non, pas 360 000, tu payes 120, 120 et 60. 180, tu payes 300 000, très très cher. Donc je suis de grande blinde à 120 000. Au bouton, il me relance à 200 000. Et maintenant, j'ouvre une main, valet 8, 5, 4, 2. Valet 8, 5, 4, 2. Valet 8, 5, 4, 2, tu peux rester servi en heads-up. En heads-up, c'est une bonne main. C'est une bonne main, tu vois. Parce que, et tu peux rester servi, et tu peux casser une carte pour un tirage 8 qui est quand même assez merveilleux. Mais le problème, c'est que, comme j'étais grande blinde, j'étais le premier à parler, donc le premier à être obligé de me défausser. Là, je relance à 550 000, et lui prend une réflexion de dingue, c'est-à-dire, je sais pas, il est resté 4, 5, 6 minutes à tank, et il m'envoie tapis. Et là, je sais que quand il prend cette réflexion tellement longue, c'est qu'il a une main où il ne peut pas casser, lui. C'est-à-dire, il a soit 10, 9, 8, 7, soit 9, 8, 7, 6, des mains incassables.
Donc je réfléchis, je fais mes comptes. Et comme il m'avait bien chopé, je veux dire, ah oui, j'avais oublié, c'est-à-dire 2 fois sur les tirages de cartes, une fois j'avais touché, une fois j'avais pas touché. Et il m'avait pas payé quand j'avais touché, il m'avait payé quand j'avais pas touché. Donc ça m'avait un peu énervé. Et là, je décide de tirer une carte. Voilà. De casser ton valet. J'ai cassé mon valet, et j'ai pris un roi, et voilà, c'était fini. Et lui, il avait le 10 du coup. Et lui, il avait 9, 8, 7, 6. Ah, donc tu l'avais Non, ça. 9, 8, 7, 6, 4. Ouais, c'est ça. Ouais, 9, 8, 7, 6, 4. Il avait vraiment un très, très vilain 9. Oula, putain, j'ai pas tout capté, mais j'ai un peu la narrative, quoi. On avait pas mal J'ai d'outs. l'esprit. On est deux. Ouais, On avait pas mal d'outs. Ah ouais, on avait pas mal d'outs. Ouais, on a pas mal d'outs. Ouais, mais enfin, bon. En quoi on joue Alors, toutes les cartes en j'ai dessous du- discuté avec toutes Julien les cartes au Martini. neuf et en- Julien Martini m'a dit c'est un call obligatoire. Bah, si Julien l'a dit, je pense Ouais, que c'est un si- call obligatoire. Et ouais, c'était limite. Je pouvais encore repartir avec 4 millions et recommencer. J'avais bien compris combien il jouait. Ouais. Alors maintenant, par contre, même si j'ai pas tout compris au coup, j'ai compris sur la vidéo. On voit que tu payes et on voit que tu dis merde sur la dernière. Enfin, tu sais que je comprenais pas pourquoi. Tu sais, il y a juste une carte. On voit que tu regardes la dernière tout doucement là pour. Ouais, Ouais. je la file, ouais. Et tu jettes après tu jettes le roi et c'est Ouais, et fini quoi. comment ça se passe juste après cette deuxième place? Comment tu le vis? On sait qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce. En plus, il y a pas mal de Français qui sont autour. Alors, non, il y a Ouais, il y a 5-6 Français quoi. Oui, il y a quelques Français, mais on était dans une table à part parce qu'en fait, les organisateurs étaient sympas. C'est que sur la table où vous avez mis la finale, les spots étaient tellement puissants que ça se reflétait dans la maloupe et j'arrivais pas à lire mon jeu. Ah oui. Alors, j'ai demandé au truc est-ce qu'on peut se mettre sur une autre table normale. Et donc, les joueurs ont accepté. C'était très sympa. Hein, Ah la ouais. finale était très sympa. On s'est tous mis sur une table pas éclairée, tant pis. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, je t'explique qu'avec ma maladie, moi, j'ai plus de glandes lacrymales, j'ai plus de larmes. C'est ce que tu dis. Tu dis j'aimerais bien pleurer, mais j'ai plus de larmes. J'ai pas de larmes. J'ai vraiment pas de larmes. Mais c'était pas loin. Ouais. Ah oui, parce que franchement, quand je dis ce bracelet, j'en rêve toutes les nuits. J'étais à Vegas la première année, donc en 80, je sais plus si c'est 95 ou 96, mais t'imagines, ça fait au moins 20 fois que je vais à Vegas. Et je passe toutes mes nuits à rêver de ce putain de bracelet. Toutes mes nuits. Et j'ai toujours pas eu. Encore une petite marche là. Ouais, Pas loin, c'est pas loin. c'est pas loin. T'es quand même. Ouais. J'ai fait 3 finales, mais j'ai fait 7, 6, 2. Bon. Tu vas de toute façon, tu t'arrêteras jamais, en vrai. Tant que mes yeux tiennent. Tu peux pas, comment tu as dit tout à l'heure, avec quelqu'un qui te souffle les. C'est très difficile. Surtout en 12-7. Je sais pas, à tous c'est difficile parce que par exemple, je me souviens du mec qui m'a soufflé. À un moment donné, il m'annonce un flop, il me dit roi 8-2 de carreau. Et moi j'avais 2 carreaux en main et donc je joue le coup comme si j'étais max tout le long. Et puis à la fin, j'attends les jetons. Ah, il te dit, en fait, Ah, il y avait 2 Il y carreaux. avait que le 2 de carreau. Il y avait 2 carreaux. Roi 8-2, 2 Deux carreaux. Mais 2 carreaux et 2 carreaux, Ouais. voilà. Bon, après, ça, c'est un ajustement Il faut à. un bon souffleur quoi. Ouais, il faut un bon souffleur. Il faut, en tout cas, un langage commun. Ouais, c'est clair. Mais c'est compliqué, c'est difficile de jouer. C'est de plus en plus difficile. Non, je fais pas trop d'erreurs de lecture. Ça m'arrive, j'en fais toujours une ou deux dans un tournoi qui risque de me coûter cher. Des erreurs de jetons. Très souvent, les 500 et les 5000, ça peut être les mêmes, violets. Enfin bon. Ouais, les couleurs, ouais. Alors là, ça m'est arrivé vraiment de me tromper. Parce qu'aujourd'hui, t'as vu, tu vois quand même encore tu vois encore un petit peu quand même. Bah, un petit peu, oui. Ouais, mais du coup, J'ai 2 dixièmes à un œil et rien à l'autre. Voilà. D'accord. Alors, du coup, les tels des joueurs, tu peux pas les voir. Tu Non, peux vraiment. mais Là, t'es. par contre, comme j'ai ma casquette et je vois que les mains, je vois des choses sur les mains. Ah ouais, donc t'as vraiment du coup J'ai autre chose. développé T'as tes une tels à habilité toi, sur quoi. autre chose. T'étais le propre quoi. Mais là, tu peux- tel là, tu vas propre pas les dire, là. ou le son des jetons aussi. Ah ouais. Comment les gens tapent les jetons. Ouais. Parce que, par exemple, les gens ont tendance, quand ils bluffent, à miser Plus violemment. plus violemment. Ouais. Et donc, quand tu arrives à entendre le son des jetons, quand c'est un peu plus violent, généralement,
t'es devenu le The Sentinel du Ouais, poker. c'est quoi. clair. C'est quoi le sentiment? C'était une série avec série dans les années 90 qui ne rajeunit pas. C'est vrai. Est-ce que là on pose la question dans le chat. Est-ce que tu t'es renseigné pour, je sais pas même pas si c'est autorisé ou quoi, mais pour avoir une lecture électronique, tu vois, des outils, des trucs qui pourraient exister, aider, ou... Tant que je m'en sors comme ça, non. Mais je suppose que je suis assez copain avec Jacques Eiffel. Je suis aussi membre de la TDA, donc. J'arrive aussi à glisser un petit article qui m'arrange de temps en temps dans les règlements. Par exemple, c'est pratique. Par exemple, le fait, avant, le tirage au sort était complètement aléatoire des places. J'ai fait rajouter sur le règlement TDA que pour les personnes qui ont un handicap spécial, on peut modifier ce qui fait que les gens... Parce qu'il y a par exemple, les gens qui sont en fauteuil roulant préfèrent être à la 7-8 ou à la 2-3. J'ai vu des gens jouer complètement allongés, avec les trucs, avec des sons, un truc de fou. Ouais. Donc il faut que la place soit possible. Donc eux, ils peuvent pas se mettre à la 5. Il faut... Ouais. Voilà. Toi, tu as une place privilégiée? Qui? Toi, tu as une place je privilégiée? suis toujours à la 5. Hein. Ouais, il faut vraiment que tu sois central et que au milieu, il faut que je puisse lire le board. D'accord. Alors maintenant, de temps en temps, sur les changements de table, les directeurs de tournoi, ils sont embêtés. Ils me font, là, tout ce que je peux te mettre, c'est un 6 en attendant. Puis je te déplacerai. Mais je fais avec ce qu'on me donne. Hein. Pour finir sur Vegas, et après on va partir sur la partie technique. On va passer sur la partie technique. Tu y retournes l'année prochaine? Normalement, ouais. Voilà, donc... Pour le cinquième année d'affilée. On va essayer. Et juste le main event, tu le fais tous les ans? Non. Tu fais pas le main event? Si, je l'ai fait cette année, mais j'aime pas ça. Quoi, trop long? Trop long pour moi. Trop long. Là j'ai été dernier niveau du D3, tu vois. C'est-à-dire j'étais presque dans l'argent et puis on avait marre. C'est très long. Un petit, allez, pour finir sur Vegas, parce qu'on aime bien. C'est quoi ton petit spot préféré, ton petit resto, ton truc favori? Alors, le petit resto préféré, c'est il faut aimer les spare ribs, les meilleurs spare ribs du monde. C'est au... Alors, bon, par contre, à chaque fois, les noms, j'ai un problème vraiment de mémoire qui se casse. Sur la rue derrière le strip. C'est la meilleure recommandation du monde. Ouais, c'est vrai. Bon, mais il fallait me le... La vision est floue, est floue, les recommandations sont floues. Ça va se mériter. Si on le trouve, ça va se mériter. Je vous le redonnerai après. Peut-être tu peux raconter juste une anecdote. C'est au Ellis Island, voilà. Au Ellis Island, il y a un truc de barbecue où il y a t'as un barbecue énorme. On nous en parle dans le chat là, exactement. Oli, ça y est. Voilà, et c'est $18 ou $20 ou $21 avec tout compris. C'est génial. Ribzen, ça s'appelle Ribzen. Et merci Laurent du CP. Voilà. Une anecdote dont moi je me souviens, mais que je trouve marrante. Je sais pas si c'est une bonne anecdote, mais l'anecdote du canard. Le canard. Le canard que tu avais fait à 7, qui t'avait brûlé celle-là, elle est pas mal. Raconte. Vas-y. Alors, avant de partir à Vegas, à l'époque j'habitais à 7, je fais un barbecue et il y a de l'huile, je me brûle sur la main, truc bête, mais bête de chez bête. Petite croûte se forme sur ma main, bon, on s'en fout. J'arrive à Vegas et je joue un tournoi qui s'appelle Big Ante Only. C'est-à-dire tout le monde met des ante, il n'y a pas de petit blind, big blind. Le bouton tourne, mais tout le monde met les ante. Et pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec moi, ils savent que après le premier tour d'enchère, je check dans le noir. C'est systématique, je prends la position pour pas un rond. Tout le monde me dit que c'est une connerie, mais moi j'aime bien. C'est-à-dire que tu vas jamais donc bet? Sauf certaines cartes, je peux pas vous dire où je vais pas check dans le noir, mais généralement, je préfère, ça me permet de faire un check raise. Donc je check dans le noir et ça me laisse le temps de lire le flop, de réfléchir. Bon, je préfère. Je check dans le noir sur un coup. Un mec me relance. Je paye. Je me souviens plus très bien ce que c'était. Turn. Et le mec me dit, ah bon, tu check dans le noir? Donc, il bet. Je colle et il dit si tu recheck, moi je donk dans le noir et j'avais une très grosse main, donc je recheck. Et l'autre il me fait tapis dans le noir avant la turn. Okay.
et je paye. Et en fait, lui, il avait une paire, et il a fait runner couleur, alors que moi, j'avais Broland. Bon. Et je suis énervé, mais énervé de chez énervé. Et je me retrouve, je veux dire, on commence, je sais pas, avec... c'était un tournoi à l'époque, on commençait, je pense, avec 10 000 de jetons. On est au 2e niveau, j'avais monté un peu de jetons, heureusement. Et je me gratouille la main, et la croûte tombe. Petite croûte. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'aperçois que je sens quelque chose de chaud sur ma main, je fais « Ah merde !» Je me lève, je vais aux toilettes, je m'essuie, je mets du PQ pour cicatriser, et puis je viens me rasseoir. Là, il y a le fleur qui vient, qui fait « Monsieur, vous pouvez pas rester comme ça, il faut mettre un pansement. » J'ai dit « J'ai pas de pansement. » Il dit « Demandez au gars de la sécurité. » Alors je vais voir le gars de la sécurité, il me sort un petit sparadrap, je mets le sparadrap, je me rassois. Là, il y a le directeur du tournoi qui arrive. Et je suis en train de jouer une main, j'ai mes cartes, il me fait « Non, monsieur peut pas regarder ses pas, stand up. » Je lui fais « Attendez, je joue ma main. » Et le mec, il fait « Non, mais stand up. » J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, j'ai mis le pansement. Qu'est-ce que vous voulez ? Et les mecs, ils me disent, non, monsieur, vous êtes blessé, c'est extrêmement sérieux. Vous ne pouvez pas vous rasseoir tant qu'il n'y a pas l'avis du médecin des World Series. Je savais même pas qu'il y avait un médecin des World Series. Ah, je lui dis, non, mais vous plaisantez, c'est une égratignure, c'est mon truc. Et là, il y a 2 shérifs avec l'étoile et le Colt qui arrivent et qui me tapent sur le train. Stand up. Bon, là... Tu te stand-up ? Je stand-up, bizarrement. Là, ils sortent les flingues. Walker Texas Ranger. Je stand-up. Et donc, je me mets sur le rail. Et c'était ante only. Donc, j'avais mes antés qui tournaient. Ah ouais, mais quand je te dis qu'ils tournaient... et je ne sais pas si vous avez connu le Rio, mais c'est gigantesque. Bien sûr. Et le médecin, il était à l'autre bout. Et moi, je suis dans le rail avec le shérif, la main sur l'épaule, comme ça, et qui me dit, vous bougez pas. Bon, moi, je bouge pas. Hein. Et le médecin arrive, il regarde le truc, il me dit, bon, bah, c'est bon, alors moi, je vais pour me rasseoir. Il me fait, non, il faut que je voie le responsable du tournoi et le machin pour qu'on fasse un papier, un petit truc pour... un papier pour voir si vous pouvez y aller. Donc, et moi, je continue à voir mes blindes tourner. Évidemment, j'arrive, il me reste genre 4 blindes, un truc comme ça. Il n'y avait pas encore Greg Chauchon à l'époque, quoi. Si. Ah si, c'était Greg. Mais bon, c'était... J'ouvre ma main, évidemment, à froid, je fais tapis. Là, payer. Il y a des mecs du ciel qui sont venus pour payer. Ils sont descendus. Les mecs qui sont arrivés, payer. Je sais pas, on était 9 à table, il y avait 14 payeurs. Bon, le flop, c'est 4, 5, 6. Bref, évidemment, je saute sur cette main. Donc voilà, c'était le... Et c'était marrant aussi. Il y a un des fleurs qui me dit, non mais c'est très sérieux. Regardez, en NBA, quand il y a une blessure de sang, vous êtes sorti du terrain. Je lui fais, mais il y a des contacts en NBA au poker, je vais pas aller lui caresser la figure. C'est clair. Voilà. Je conseille, il ne faut pas cuisiner du canard avant de partir à Vegas. C'est 7, ça, c'est le problème de 7. T'habitais à 7 même ? Ouais. C'est à côté de chez moi. Faites attention, attention si vous brûlez, attention. 11 ans à 7. On va partir sur la partie technique maintenant. Donc, si tu peux, allez Marin, c'est parti. Ça va être derrière toi, mais on va te la décrire. On est quoi ? C'est du cash game ? On est en cash game, ok, sur une 50 en hold'em. On va jouer hold'em. On va avoir une paire de 7. Ok, on est 6 à la table. UTG relance. Ok, il fait 220. Alors attention, on est sur une 50-100 et on a tous plus de 100 blindes. Je vois pas le stack. Exactement. On a tous plus de 100 blindes. On a plus de 100 blindes. Donc on a joueur UTG, très bon joueur qu'Open. Il fait 220. Et nous on a paire de 7. UTG plus 1. UTG plus 1. Ici, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu payes ? Tu 3 bêtes ? Tu payes ? On part pour payer. On est Linus. Et on est Linus. Est-ce que ça te parle, Linus ? Le joueur ? Ouais. Le Laker, le Suisse ? Ouais. On est lui. On est lui. C'est vrai, t'as joué avec lui ? Qui est considéré comme le meilleur joueur de cash. L'un des meilleurs joueurs de cash game online en tout cas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, bah moi je vais. Attends. Putain, c'est du cash game. Ah mais c'est oui. Donc c'est Duttweiler, donc un très 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 bon joueur qui est Open UTG. Exactement.
J'imagine qu'on a payé parce qu'il doit y avoir un récréatif après. Donc, je pense qu'on a Ok. payé. Fiona ici, imaginons ta paire de 7, il y a une relance avant. Je joue, évidemment, je On paye. part pour payer. On n'a pas payé. Ah, On a 3 bêtes. Donc, ça veut dire qu'il y a pas- Ok. Ah, Ok. si, Tu peux en avancer un peu, six-handed, Ouais. possible. Mais moi, je veux dire, les petites paires, j'aime bien voir le flop pas trop cher. Mais On a 3 bêtes à 700, donc il a fait 220. On 3 bêtes à 700. Tout le monde se couche et ça va revenir à Duttweiler qui va payer. Donc on va aller voir le flop. Le flop, c'est Valet 5, 4 avec 2 cœurs. Et nous, on a paire de 7 avec le 7 de cœur. pas mal. Et on est au début du coup, on a 150 blindes. Exactement. Donc Il y a on est quand même dit. Le Oh, beau il énorme. fait 1230, on a Il fait 1500 même. 14 000. On fait 1500 et on a... Le premier check, je suppose. Exactement. Duttweiler va check. Donc, 850, je pense. ok, donc tu pars pour à peu près moitié pot, quoi, globalement, un peu plus. Un peu moins, peu 40%. Ok, un 40 800, 850. je Donc le pot il Ok. fait Il 1230. fait 1005 le pot, donc tu fais 600 Ah oui, quoi. il Tu fait fais 600. Mais 1005, il fait le Tu fais pot 1005 le pot, ouais. Je fais ouais, 650. ça. 650, ok. Comanche. Ouais, Valet 5-4, ça touche pas énorme sa range, donc je pense qu'avec le 7 de cœur, j'ai envie de miser aussi. Pas pour miser. On va miser. Je vais faire half pot, j'aime bien. On fait un peu moins que Michel. On fait 600. Pour l'instant, top player. Hein. Et on va se faire check raise. Ah, la fameuse. Et c'est pour ça qu'après, voilà, c'est. Check raise à combien? Il fait 1975. Donc on a fait 600. Il fait 1975. Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on se couche? Je relance. Ah, on relance. Ok, tu fais combien? Je fais Clique. 4002. On part pour cliquer. Pourquoi ici tu as envie de relancer du coup? Parce que si vraiment il a touché, pour toucher quelque chose ici, il faudrait qu'il ait touché Brelan ou As-Valet. Je pense que si il avait touché vraiment, il aurait just call. Ok, pour nous laisser miser plus tard. Et de toute façon, je veux reprendre le lead, donc je préfère faire 4002. Ok, Comanche. Je fold. Voilà. J'aime pas ma vie non plus. On va payer. On va arriver à la turn. La turn, c'est... Oui, tu peux avancer. Le 3 de cœur. Ah, Maintenant, on a une 3, 4, 5 avec la gutshot et Exactement. tirage couleur. ouais, tirage Exactement. couleur et bloqueur flush aussi. Le pot fait 5500. Et là, donc Duttweiler qui a check raise le flop va continuer de miser. Mais il va faire tout Il petit, fait j'imagine. Non, 4100 dans 5005. Ah ouais, il fait cher. Bah, c'est juste un call. On part pour payer. Tu payes tout le temps ici? Ah ouais, ouais. On part pour payer, ok, Comanche. J'ai fold et je refold. Voilà. On va, Fiona. Ah, c'est chiant parce que imaginons- Oh, moi, je suis là. Ouais, je me dis, ouais, il y a un truc à faire. Ok. en fait, ce qui est chiant, c'est quand il a check raise flop sur un board avec un flush draw et que le flush draw rentre et que le 3 de cœur et qu'il bête encore très cher. En gros, il se polarise entre. Ouais, il peut avoir la couleur, c'est vrai que. Tu vois, en gros, c'est genre pour moi ton tirage, ton 4e cœur, il est mort parce qu'en gros, je pense que soit il a un bloqueur. Oui, il a souvent le bloqueur des cœurs. Et donc, s'il a le cœur, c'est que en fait, tu joues que ta gutshot. Ouais, tu le vois avec As-Valet avec l'As de cœur, quoi. En fait, c'est en tout cas, s'il faut avoir un bluff, je pense qu'il a. Je sais pas. Bref, Pas forcément ça. C'est vrai que s'il a 5-5, 4-4, il va Enfin, peut-être pas si j'ai payé le flop, je vais jamais passer cette turn. Ok. Bon, Bon, moi, je Le ligueur, il passera jamais cette turn. Hein. Eh ben non, Linus, il joue comme Michel, Il il a call, on paye, et donc on va voir la river. Bah, la river, ça va être ce fameux 4e cœur. La river, ce sera la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, elle C'est- enlève des combos d'as-dame de cœur qu'il aurait pu check raise au flop, même s'il va quand même globalement plutôt. Ouais, il peut check raise de temps en temps. Mais... Combien il lui reste à Linus? Là, alors, 6000. en gros, quoi, non, 9000. il y a 9004, il nous reste 9004, et le pot fait 13007. Mhm. Et Duttweiler va faire tapis pour les 9004 restants. Cool. Donc, est-ce qu'on hero call? Snap call de Michel, direct, ok. Fiona, est-ce que tu payes river ou tu Là, fold? j'ai peur, moi. Ok. Moi, j'ai peur, là, je me casse. Donc, on part pour fold, Comanche. Alors, je vais fold une 3e fois ici. Après avoir fold flop On turn. devra faire attention de l'huile qui s'écoute sous Comanche. On va voir. Il y J'ai a deux, peur que trois le tâches. canapé il soit mort. Ok, donc on a eu 2 folds et Michel qui colle dans snap call. Alors maintenant, le jeu de la partie technique, c'est d'essayer de trouver la main de Vilain. Fiona, quelle main tu penses qu'il a, Vilain? Toi, tu t'es couché, donc plutôt, on va dire, une main en value. Moi, je pense qu'il a qu'un seul cœur, mais Ok. qui est meilleur que le nôtre. Donne-moi une main. Oh,
peux dire au pif, ça peut marcher. Ça va être au pif, hein. Donc je pense que ça va être un 9 et 10. Ok. Avec un 9 de Neuf cœur. Non, de il peut, cœur. il peut avoir, 9 de cœur et 10 haute couleur. il peut Ok. avoir valet 10 avec le 10 de cœur. Michel, quelle main tu lui donnes? Valet 10 avec le 10 de cœur. Ah mais t'as payé. Là tu perds s'il a valet 10 avec le 10 de cœur. Ouais. Ok. Ah ouais, non, mais je paye, tant pis. Ah, ok, on paye, tant pis. Valet 10 avec le 10 de cœur. Comment? Moi, je pense qu'il a As-10 de cœur. Et As 10 de cœur. On a payé. Et maintenant, on va révéler les cartes. Est-ce qu'on a gagné Attention. ou est-ce qu'on a perdu? Attention, quand je dis cœur, il va avoir 2 piques, là, de toute façon, comme d'habitude. Et on Voilà. a gagné. Il avait As 4 de pique. J'ai pas dit il va avoir 2 piques comme d'habitude. Ouais, tu t'écoutes pas? Mais ouais, mais c'est sûr. de toute Écoute façon. pas. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Et Rêve. il était content. Il a joué contre Michel. Michel l'a fait payer. L'autre, il avait un bluff. Allez, c'est bon, merci beaucoup. 30 000. Allez. Michel, il a tout joué comme Linus. Parfait. Bien joué, Michel. T'es le seul qui gagne de l'argent. Là. Voilà. Bah, moi, j'ai pas perdu beaucoup. Je me suis couché tout le temps. C'est vrai. T'as moins perdu. C'est vrai. Bon, bah merci Michel. On arrive à la fin de cette émission. Je sais pas. Est-ce que t'as quelque chose que tu nous as pas raconté que tu voudrais rajouter ou je pense qu'on Non, on a fait le tour de. Il y a quand même juste encore une petite anecdote qui m'avait marqué un jour, mais ça c'est marrant parce que on se rend compte à quel point l'argent c'est quand même un peu bizarre. C'est un jour je m'assois à l'OMA, je crois que c'était en 2008 et j'avais tout fait pour jouer le 10 000 OMA, je m'assois à 10 000 OMA et à l'époque les 10 000 c'était à midi que ça commençait. Et je m'assois à ma table et là je vois arriver les noms, putain. À quoi il ressemble? Il est comment? Blond, Phil Lac. Américain? ouais, américain. Non, le copain de Negreanu. Je rappelle Bah, quand même que Phil pour Lac, décrire... Eric Lindgren. Ah, Eric Eric Lindgren. D'ailleurs, Eric pour Lindgren. décrire une femme, il a juste fait ça. Hein. Vraiment, c'était... Bref. Eric Lindgren arrive à la table. Et là, je me pétrifie parce qu'il était midi et à 15h, il jouait le 50 000, la finale du 50 000 Player Championship où il était deuxième chip leader. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et c'était incroyable. Et bon, moi, comme je savais qu'il jouait le truc, arrivé 14h45, je me dis, là, Il va tout mettre avec quoi qu'il est. Et ça n'a pas loupé, je l'ai sorti. Mais sa main, pour vous dire, c'était 4, 6, 8, 10, 4 couleurs. Mais alors pourquoi? Ah oui. Mais ce qui est incroyable, pourquoi il est Quel intérêt? enregistré Mais le pourquoi? tournoi C'est-à-dire que le mec, à l'époque, voulait jouer les deux tournois, en même temps? alors qu'il était en train de jouer la finale du 50 000. Il est venu se déconcentrer pendant 2h30. Voilà. C'est D'ailleurs, juste- Tu te rappelles il a eu combien il des- fait sur le 50 000 à ce moment-là? Tu t'en Je rappelles ou sais pas? plus. Il a eu des problèmes d'argent en plus. je Après, crois. il a eu Ah ouais. des problèmes d'argent. Ah ouais, mais en même parce temps, que j'ai entendu Negreanu, ça, Tu fais ça, c'est Negreanu qui lui payait beaucoup de ses buy-in. Mais après, il a eu des problèmes d'argent. Mais pour vous dire que des gens qui jouent comme ça, qui font pas attention, qui respectent pas l'argent, c'est normal qu'ils finissent avec des problèmes d'argent. Tu peux pas réussir. On en parlait, tu peux être très fort, mais si t'as pas cette Ah bah là, question, ça attends, marchera jamais. ça me permet juste de rebondir à une dernière petite question, mais est-ce que tu as connu David Benjamin? Très très bien. Tu t'as joué avec lui à l'aviation? Alors, attends, David Benjamin, c'est une très longue histoire. Alors, Ah merde, c'est là. Bon. Nouvelle anecdote. oui, parce que David Benjamin, il faut savoir qu'il a commencé à la 2-4 au CIC avec moi. Parce il a commencé là. Et donc, je le connais depuis des années. Il vendait des balais, non? Il n'y a pas une histoire, il vendait des balais dans Non. les supermarchés. Ah, ça, peut-être, je sais pas. Et moi, je connaissais très bien son père qui était commerçant. Enfin, je connaissais son père qui était commerçant de vêtements à Cannes. Donc, voilà. Et à un moment donné, donc, moi, j'étais très ami avec Fabrice Soulier. Donc, on arrive à Vegas en 2006. C'était où il était flamboyant. Et donc, on voit avec Fabrice, pour te dire, à l'époque, je partageais ma chambre avec Fabrice au Rio, donc on était très très calme, Fabrice et moi, au niveau de l'argent. Et David nous dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il se lève de sa table, et il avait une suite au Bellagio, et on arrive dans sa suite au Bellagio, et il ouvre le coffre, et il y avait dedans 11 millions de dollars Wow. en cash et en jetons de 5000 du Bellagio. 11 millions de dollars. Et là, je dis à David, écoute, je t'en supplie, David, tu prends la moitié de cet argent et tu l'envoies à ton père. Tu le coffres. À ton père. C'est pas, je veux dire, je gagne rien. Tu l'envoies à ton papa. Oh, le briseur de rêve. Lui, il était trop content, il t'a montré Ah, 11 millions de dollars ça va, dans le T'as coffre. encore 5,5 millions, tu peux. Mais il l'a pas fait. Mais non, vous comprenez rien, j'ai besoin de ce truc pour le level, la Voilà, bridge, le Bobby's Room. machin, le truc. Bon, allez, c'était fini. Aïe, 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 aïe. La suite, vous la connaissez.
Bon, Il y a eu encore des trucs pires sur lui, mais bon, c'est pas ça sera off. Ça sera mais off. après, Déjà, on a déjà le tel de Stuttgart là que tu dois nous raconter. Ouais. Donc, merci beaucoup d'être venu, Michel. C'était un plaisir. Et puis C'était un plaisir. Fiona, merci aussi d'être De venue rien. partager un petit peu ton histoire avec ton papa. On va suivre toute la suite de ta carrière, hein, en espérant, croisant les doigts. Le PT demain. Putain, mais nous on veut un bracelet, nous on va suivre. On va suivre quand même à l'EPT. Bon, mais... le PT, c'est pas mal. C'est Ah, pas il n'y a mal, pas de on se le bracelet. souhaite. Il n'y a pas de bracelet. C'est pas grave, il y a des pics. J'aime bien ramener les Voilà. pics. Bon, allez, Un il y a beau un petit pic, ça va. Et puis nous on se donne rendez-vous dès demain. Demain, on sera en direct de Namur pour aller faire un coucou À nos amis belges. au casino de Namur. Passez le bonjour à Bernard de Brenne. Ça, dès ce soir. Hein. Dès ce soir, on va De voir ma part. Bernard. Je pense qu'il y a plaisir. 2 bières qui nous attendent, mais il sait que Exactement. je ne bois pas de bière et chaque fois il me dit mais voilà, il m'insulte un peu. Il fait un gros bisou à Bernard. Et puis on se donne rendez-vous sinon la semaine prochaine en studio pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci à Marin, à la technique et à Gabriel. Et nous on se dit à tout à l'heure mon À chichi. tout à l'heure, à demain. Gros bisous, ciao tout le monde, Bisous tout le monde, merci. ciao, ciao.